ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi il y a ces aides dans le neuf, que ce soit en défiscalisation comme en accession, c'est que simplement on est en déficit de logement en France. Donc on a un déficit, la Cour des comptes estime qu'il faut construire 370 000 logements neufs pendant 10 ans. Tu payes plus cher au départ, mais tu sais pourquoi tu le fais. Et dans 15 ans, quand tu revendras ton bien, parce que ton bien, ça sera un DPE A ou B, ça sera le haut du panier que tu le veuilles ou non. Et aujourd'hui, ce qui se vend le plus cher, aujourd'hui là, dans le marché compliqué, c'est les logements qui ont des bons DPE. Plus c'est ancien, plus ça te coûte cher en termes de travaux. Donc effectivement, faire un choix dans du neuf, c'est aussi de se dire, ok, bon, là tout est pensé aux dernières normes et ça compte quand même. Pas de surprise, pas de travaux de copropriété votés, je sais pas où, pas un artisan qui te fait un budget qui va être dépassé. Quelque chose où tu as... En fait, le neuf, c'est un peu une autoroute. Tu auras une tranquillité pendant des années, en fait, tu vois. Tu as des gens qui n'ont pas le temps, en fait. Les gens qui n'ont pas envie de s'occuper de travaux. Dans le neuf, cette question-là, tu ne te la poses pas. Donc, tu sais dès le départ où tu vas et tu sais à peu près dès le départ où tu vas arriver sur un horizon au moins moyen-long terme. Bonjour Aymeric. Bonjour Delphine. Bon, écoute, je dis ça à chaque fois, mais en vrai, je suis contente parce qu'on va aborder un sujet que j'ai jamais abordé dans le podcast. 4 ans de podcast. 4 ans, oui. Presque 200 épisodes. Oui. Et j'ai jamais parlé d'immobilier neuf. Ah bon, on va en parler aujourd'hui. Alors, en vrai... les auditeurs qui me suivent depuis longtemps le savent, j'avais fait un épisode sur le Pinel, mais qui était plutôt orienté Pinel maison individuelle. Oui. Je sais même plus si c'est d'actualité, je sais même ça plus ne l'est plus aujourd'hui, tu ne peux plus le faire depuis 2022, mais, exact. Ouais, mais même je crois que quand j'avais enregistré l'épisode, mon interlocutrice m'avait dit effectivement, c'était encore un truc intéressant du Pinel, ça n'est plus d'actualité, etc. Donc, j'ai jamais parlé de neuf. Et en vrai, on va parler de tous les aspects du neuf et pas juste pour les investisseurs qui nous écoutent. Bien sûr. Mais on va parler de tous les aspects du neuf parce qu'il se passe des choses intéressantes. Beaucoup. C'est une hécatombe. Pas totalement. C'est plus une hécatombe, je pense, pour l'ancien que pour le neuf. Ça. Mais on va en parler. Oui. Je t'écoute. En quoi ce n'est pas une hécatombe ? Alors, il y a un sujet avec le neuf, c'est que déjà... Bon, la hausse des taux, on la vit tous. Donc, on est passé sur des taux aujourd'hui moyens, sur 25 ans à 4, 4,5. Ouais. Donc, dans le neuf... C'est marrant, tu dis moyen, toi. Parce que toi, tu les as connus beaucoup plus haut. Ah, je les ai connus plus haut et je les ai connus surtout beaucoup plus bas. Oui, on les a tous connus plus bas, mais tu les as... surtout, les promoteurs, ils ont une capacité de réaction sur la baisse des prix que n'ont pas les particuliers. Parce qu'un particulier dans l'ancien, pour faire le deuil de son prix, il va se passer 6 mois, 1 an. Un promoteur, lui, il a besoin d'écouler du stock. S'il a en plus de la trésorerie derrière, il va faire des remises qui vont être conséquentes. Et en plus, dans le neuf, tu as des aides à l'accession, notamment, je pense, au prêt à taux zéro. Donc, quand tu as 40% du prix de ton bien qui est financé à taux zéro, ton taux moyen, même si tu as un taux à 4, il va descendre à 2,80. Donc, si tu veux la capacité de baisser les prix dans le neuf, des frais de notaire réduits, et pour beaucoup, le prêt à taux zéro, fait que le neuf, aujourd'hui, souffre, comme tout le marché de l'immobilier, mais bien moins que le marché de l'ancien. Voilà. Alors, bon, je vais te challenger un peu. Je pense que d'une, c'est ce qu'attendent mes auditeurs. De deux, je suis loin d'être acquise à la cause du neuf. Bah ouais. Donc, et t'en as jamais fait. Non, j'en ai jamais fait. C'est qu'il faut en faire au moins une fois et se faire livrer un appartement neuf une fois ou aller dans un appartement neuf et y résider quelque temps pour voir le confort que ça a. Voilà. Alors, là où tu as raison, c'est que c'est pas les typologies d'immobilier que j'aime pour y habiter. Et puis pour investir, alors là, va vraiment falloir que tu ailles me convaincre. Mais on verra. Par contre, je suis convaincue que ça peut intéresser des gens. C'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode. C'est pas parce que moi, ça m'intéresse moins que ça n'intéresse pas les gens. Bien sûr. Et pour ce qui est d'y vivre et d'en faire un achat résidence principale ou résidence secondaire, pour le coup, là, c'est une question de goût. Alors là, ça ne se discute pas, j'ai envie de dire. Il y a des arguments en faveur de l'ancien, il y a des arguments en faveur du neuf, économique et non économique. Bien sûr. Mais je suis pas sûre que ça se discute totalement parce que là, c'est vraiment une question de... c'est d'abord une question de coup de cœur, une résidence principale. Je vais te répondre sur un point. Dans l'ancien, ce qui est beau, souvent, on va associer ça à la pierre de taille, aux moulures, au parquet de chêne, des beaux matériaux. Oui. Mais ce n'est pas le cas de tout l'ancien, parce que si tu prends des immeubles des années 60 ou des années 70 ou 80 ou 90, ce n'est pas forcément du beau. Donc, effectivement, je te rejoins. Moi, je vis dans de la pierre de taille et dans de l'haussmannien. Donc, je sais ce que c'est. Et c'est beau d'avoir des moulures, mais quand tu vis dans du neuf aujourd'hui, je parle surtout des bâtiments qui sont livrés depuis quelques années, le fait de ne pas entendre tes voisins, tu vois, d'être dans un cocon, le fait d'avoir un extérieur à chaque fois, le fait d'avoir des factures d'énergie qui vont être
considérablement réduite. Il y a un extérieur à chaque fois ? Oui, sur du neuf, oui. Tu as quasiment un extérieur pour 90% des logements. Y compris dans de la, tu vois, genre banlieue parisienne, banlieue de grande agglomération. Ah oui, bien sûr. Y compris dans le cœur de ville aussi. Oui, y compris, tu as des balcons. Et puis maintenant, c'est presque une obligation. C'est-à-dire qu'effectivement, le promoteur, il est obligé de construire des extérieurs parce que dans le permis de construire, on va lui demander de faire des extérieurs. Okay. Ou le parking en sous-sol. Tu vis dans de la pierre de taille, tu n'as pas de parking en sous-sol. Là, quand tu as ton parking tu n'as pas de directement, parking tout court, j'ai envie de te dire. Tu n'as même pas de parking. Voilà, tu dois te garer dans la rue. Et puis si tu es à Paris, c'est compliqué, ou en centre-ville, c'est aussi compliqué. Donc dans du neuf, tu as tous ces avantages-là. Et effectivement, ce que vont te dire les gens, c'est surtout le confort, l'isolation phonique et le confort par rapport, évidemment, aux températures, qu'elles soient élevées, parce qu'effectivement là, ça va empêcher la chaleur de rentrer, et s'il fait froid, ça va empêcher également le froid d'y entrer. Donc tu es quand même dans un cocon, et puis tu as pas mal d'avantages aussi. Après, comme tout bien, comme dans l'ancien, tu peux être sélectif sur les opérations et les appartements que tu vas sélectionner. On va en reparler. Mais vivre dans du neuf, je connais très peu de gens qui ont vécu dans du neuf qui vont te dire que c'est pas bien. Après, si tu parles d'esthétisme, bah là, effectivement, il y a pareillement que dans l'ancien, des choix à opérer. Mais tu as des neufs qui sont très très beaux, style pierre de taille, style haussmannien, tu vois. Donc c'est le choix que tu vas opérer derrière. Voilà. Mais pour ce qui est de l'aspect consommation énergétique, charge de copro et qualité d'isolation phonique, il n'y a pas photo. Voilà. Moi, dans l'haussmannien, j'entends quand l'ascenseur il est appelé, t'entends quand le parquet grince. Qui grince. Voilà, c'est hyper charmant, mais quand ton fils... t'entends les voitures passer dans la rue. Ouais, quand ton bébé de 6 mois, voilà, t'essaies de pas le réveiller, parce que, etc., et que tout d'un coup, ton parquet, dès que tu te lèves pour aller aux toilettes, voilà, la ça, nuit, on n'y a pas pensé. Les jeunes couples, voilà, investissez dans le neuf, parce que quand vous allez quitter la chambre et que l'enfant dort, il y a une chance sur 2 pour qu'il ne se réveille pas. Alors que dans l'ancien, il y a 2 chances sur 3. Et ça, c'est un argument massif massif, on va dire, pour le neuf. Non, mais ça, c'est vrai. Alors, attends, mince, j'avais une question et je l'ai perdue. Alors, je sais que ça me reviendra. Comment tu repères les différents niveaux de standing ? Parce que... pardon, je vais revenir à cette question. Mais mon autre question, on la garde. C'est ça que tu payes dans le surcoût du neuf ? Non. Alors... Le surcoût du neuf, c'est tout un sujet et on pourra y revenir dessus. Alors, déjà, je pourrais te dire aussi pourquoi nous, on a fait le choix d'aller que sur du neuf, tu vois, pour Papillon, pour présenter rapidement la structure et après revenir sur tes questions. Nous, on fait vraiment de l'accompagnement de toutes les personnes qui cherchent à investir ou à vivre dans le neuf. Oui. La spécificité du neuf, c'est que tu as souvent des aides qui vont te permettre d'acheter ou d'investir. Pour les investisseurs, ça va être la défiscalisation. La principale des raisons. Et pour ceux qui veulent acheter leur résidence principale, il y en a 2. Prêt à taux zéro, quand tu as les conditions pour être éligible au prêt à taux zéro, et la TVA réduite pour d'autres. C'est-à-dire que la TVA réduite, tu sais, quand tu achètes du neuf, tu as 20% de TVA, y compris dans l'immobilier. Donc c'est un débat. On pourrait se dire, on ne voit pas pourquoi il y aurait de la TVA à 20 sur un bien immobilier. Et c'est ça le surcoût souvent que tu vas avoir et que tu vas payer, c'est qu'il y a de la TVA dessus. Parce qu'en réalité, entre neuf et ancien, en moyenne, tu es à 20-25% d'écart à un bien similaire, si tant est qu'un bien similaire existe. Donc nous, on a fait le choix d'accompagner les gens sur le neuf de A à Z. On est d'accord que ce soit bien clair. Il n'y a pas de TVA sur l'ancien. Il n'y a pas de TVA sur l'ancien. Donc, il y a une... Et c'est de manière générale, et d'ailleurs, je sais qu'il y a des débats et des discussions là-dessus, sur tous les marchés où il y a du secondaire, la question se pose, pourquoi est-ce que quand on achète sur Vinted, par exemple, il y a une TVA alors qu'en réalité, on l'a déjà payé une première fois. Qu'elle a déjà été payée une première fois. Exactement. Donc, la question se pose de comment on applique la TVA au marché secondaire, à l'économie circulaire. Si c'est un intermédiaire qui vend pour toi, effectivement, type Vinted, peut-être que là, la TVA s'applique, mais si c'est du marché de gré à gré entre toi et moi, et que je te revends mes chaussures, mes dernières Air Max, qui sont super, là, je ne vais pas payer la TVA, puis je ne vais même pas déclarer que je t'ai vendu ça. Exactement, c'est aussi pour ça. Donc, mais ce que je veux te dire par là, c'est que souvent, le surcoût du neuf, il va être déjà par rapport à la TVA. Et tu as des aides à l'achat qui te permettent d'acheter, au lieu d'avoir une TVA à 20, une TVA réduite à 5,5%. Ça veut dire que sur un prix de neuf, tu as 15% de remise dessus. Si tu cumules avec un prêt à taux zéro, tu te retrouves avec des prix qui vont être réduits. Donc nous, on a fait le choix. C'est pas automatique la TVA réduite ? C'est pas automatique. Okay. C'est vraiment sous condition de ressources. De ressources. Ouais, de ressources et de composition du foyer. Donc,
tu prends tes revenus de l'année N-1, on est en 2023, on va prendre tes revenus de l'année 2021. Si par exemple tu étais étudiant en 2021 et que tu veux acheter en 2023, tu as ton CDI depuis 1 an et demi, souvent tu vas être éligible à la TVA réduite. Tu vois. Ou alors même si tu gagnes correctement ta vie, que tu as un foyer mais que tu as 2 enfants et que tu vas acheter un T4, il y a beaucoup de chances que tu sois éligible. Donc nous, déjà on va regarder quand tu vas nous approcher, entrer en contact avec nous, si tu as le droit à ces aides. Tu vois, et les aides en prêt à taux zéro, c'est à peu près les mêmes. Ça va dépendre de tes revenus. Tu veux dire, ça ferait les mêmes critères. Les mêmes critères. De tes revenus et de la composition du foyer qui va habiter derrière. Sauf qu'il faut être primo-accédant pour avoir accès au PTZ. Exactement. Okay. C'est pour les primo-accédants. C'est le premier achat. Et d'ailleurs, j'ai même envie de te dire que tu ne peux pas faire meilleur premier achat si tu as le droit aux aides entre le prêt à taux zéro et la TVA réduite que celui-là, que d'acheter du neuf. Pourquoi ? Parce que quand tu es un primo-accédant, ton budget sur le long terme, il compte. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas devenir propriétaire et tu sais que quand tu es propriétaire, tu vas payer des charges de copropriété. Tu vas payer des travaux que la copropriété va voter, etc. Bon, quand tu achètes du neuf, tu n'as pas de travaux, ou si ce n'est quelques-uns, tu vois, ne serait-ce que d'aménagement ou de confort. Et pendant 15 ou 20 ans, tu n'as pas de travaux de copropriété particuliers. Donc effectivement, tu peux te dire, certes, j'achète un peu plus cher si je n'ai pas le droit aux conditions d'aide, mais si j'ai droit aux conditions prêt à taux zéro TVA réduite, j'achète au même prix que l'ancien et en plus pendant 15 ans, je ne vais rien payer de plus sur mon logement. Tu vois, que ce soit pour la copropriété, que ce soit pour le logement, ou rien de vraiment significatif. Voilà. Donc c'est un vrai. Du mal à te croire quand tu dis on achète au prix de l'ancien. Ah bah si, tu vois, quand tu as. Mais regarde, on voit bien que c'est sous condition de ressources. Donc... C'est sous condition, mais il y a beaucoup de gens éligibles et là en ce moment, il y a une grande discussion de la part de Bruno Le Maire pour justement élargir les conditions d'accès au PTZ. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire un maximum. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi il y a ces aides dans le neuf, que ce soit en défiscalisation comme en accession, c'est que simplement on est en déficit de logement en France. Donc on a un déficit, la Cour des comptes estime qu'il faut construire 370 000 logements neufs pendant 10 ans. Donc la Cour des comptes, ce n'est pas une officine libérale, quand ils disent ça, c'est que c'est réel et les promoteurs vont te dire qu'il faut construire environ 420 000 logements, ne serait-ce que pour rattraper le retard. Parce qu'effectivement, on est de plus en plus nombreux. On a des familles qui se décomposent, donc là, il faut 2 logements. Toi, tu as un enfant, il faut un 3 pièces, voire un 4 pièces, etc. Il faut que tu puisses t'agrandir. Et puis, tu as des jeunes qui vont quitter papa-maman demain. J'ai envie de te dire, même si tu veux savoir à peu près combien de gens on va avoir besoin d'un logement, tu peux te dire, tiens, il suffit de prendre tous ceux qui passent le bac cette année-là et te dire que dans 4-5 ans, tous ces gens-là, ils vont devoir trouver un logement. Après, c'est des mouvements, ça, c'est pas des mouvements qui ont structurellement évolué. Ce qui a changé... On est plus nombreux et on vieillit plus longtemps. Quand tu vieillis plus longtemps, ta population vieillit plus longtemps, elle reste dans son logement. Donc, tu as besoin de construire. Il y a, comme tu dis, les familles recomposées. Mais exactement. Ou les couples qui se séparent. Ou les couples qui se séparent, exactement. Et plus récemment, il y a effectivement l'effet des taux, de la baisse d'octroi des crédits, qui fait que les gens restent plus longtemps locataires. Exactement. Là où effectivement, il y avait avant plus de rotation, plus de gens qui accédaient à la propriété. Voilà. Mais tout ça fait que tu es en déficit de logement. Et si tu ajoutes à ça en plus la volonté du gouvernement, mais qui est une volonté européenne de base, c'est-à-dire d'avoir des logements qui soient vertueux sur le plan de la consommation d'énergie, qui émettent que les émissions carbone soient faibles. Donc ça, c'est tout l'enjeu. Donc tu as l'enjeu de la rénovation du parc existant, mais tu as l'enjeu aussi de construire demain des nouveaux logements. Et je vais te donner un exemple qui est important, puisque là, on parle des DPE avec toutes les interdictions qui vont avoir lieu successivement au fur et à mesure des années, où si tu ne fais pas de rénovation de ton logement et si tu ne le mets pas sur des critères de DPE au minimum D, tu ne pourras pas louer ton appartement, voire même tu ne vas pas pouvoir augmenter le loyer. Donc, tu vas être obligé de faire des travaux. Quand tu achètes du neuf aujourd'hui, qui est en réglementation thermique 2012 ou réglementation environnementale 2020, tu es en DPE A ou B. DPE A ou B, c'est 4% du parc immobilier. C'est-à-dire que c'est rien du tout. Demain, quand tu achètes du neuf, tu es livré dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, tu as un bien qui ne fait que 4 ou 5% demain du parc immobilier. Donc, tu es dans on va dire le top en termes de performance énergétique de demain. Et donc, quand tu achètes du neuf, tu songes aussi à ça. Donc, le prix, facialement au départ, que tu payes plus cher, et même si ça se discute encore une fois, je pense sur le long terme, parce qu'il faut penser ton acquisition sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Sur 10 ans, 15 ans, quand tu achètes dans l'ancien, déjà, tu n'as pas les mêmes frais de notaire. Dans le neuf, tu es sur du 2% de frais de notaire. Dans l'ancien, tu vas être sur du 7,5-8%. Donc, déjà, tu as un surcoût.
tu as des travaux. Aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de ne pas faire des travaux de rénovation énergétique, donc ils vont être un petit peu plus importants. Dans le neuf, tu n'as pas de travaux, si ce n'est meubler une cuisine, et souvent, tu vas avoir la cuisine qui peut être offerte par le promoteur. Donc, tu n'as pas ça. Et puis, sur 15 ans, tu n'as pas de travaux de copro. Si demain, la copro décide de ravaler l'immeuble, de l'isoler, de refaire la toiture, des parties communes, changer plein de choses, là, c'est des coûts. Ce n'est pas des coûts que tu vas pouvoir imputer sur ton locataire ou à quelqu'un d'autre, c'est toi qui vas les financer. Mais globalement, donc c'est ça que tu vas penser, c'est sur la longue durée. La petite obsolescence, c'est-à-dire peinture, dans le neuf, tu veux dire? Peinture, ouais, c'est tous les... Peinture, un ballon d'eau chaude, voilà, genre de choses. Et cuisine, salle de bain, on va dire tous les 10 à 15 ans. Bien sûr. C'est la petite obsolescence, mais effectivement, tu vas pas a priori avoir les menuiseries, tu vas pas avoir la toiture. Bon, de toute façon, quand tu es en copropriété, si, tu les as, mais tu les as pas directement, mais tu n'es pas confronté à ça directement. Mais tu sais ce qui arrive en 2024, Delphine, justement, pour les copropriétés? Non, dis-moi. On va leur demander des audits sur la performance énergétique de la copropriété. C'est-à-dire que c'est le premier pas. Là, la loi climat et résilience, c'était pour le logement en lui-même. Ouais. La deuxième lame, c'est la copropriété en elle-même. Donc, tu vas avoir des obligations, des injonctions à faire des travaux de copropriété pour isoler. Là, je ne te parle même plus de l'obsolescence des parties communes. Là, on va devoir faire des travaux de copropriété qui vont devoir être votés avec tout ce que ça implique, parce qu'entre un propriétaire à un autre, un copropriétaire à un autre, ce n'est pas souvent les mêmes revenus, etc. Donc, ça va être un peu le BINS. Oui, mais en même temps... mais c'est des coûts. Ça va donner un levier supplémentaire à ceux qui veulent faire des rénovations dans une copropriété, ou peut-être que ceux qui ne veulent pas pour des raisons de porte-monnaie, malheureusement sont peut-être majoritaires et ont pas et donc c'est pas voté en assemblée. Et c'est pas l'assemblée. Et donc du coup, tu as une copropriété qui se dégrade. Et puis tu auras peut-être des pénalités aussi demain. Je ne sais pas encore quels sont les contours de la loi à partir de 2024, mais tu sais qu'on a cartographié toutes les copropriétés pour voir la perte en énergie. Donc les copropriétés, elles sont cartographiées dans de nombreuses villes. Et tu vois avec des zones, c'est des services de l'État. Okay. Voilà, donc tu vois des zones et tu vois des façades avec du rouge, du vert, etc. Donc tu sais quelles sont les façades qui perdent de l'énergie, etc. Et l'énergie, c'est l'enjeu de demain. Et les émissions de carbone, c'est l'enjeu, même pas de demain, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Tu vois. Et donc effectivement... la priorité, c'est de dépenser un minimum d'énergie, parce que dépenser de l'énergie en produire, ça consomme du carbone. Et donc, effectivement, sur des logements neufs aujourd'hui, c'est des questions que tu ne te poses pas. Donc, c'est faire un choix, faire un choix pour demain. Tu payes plus cher au départ, même si, encore une fois, je pense que ça se discute sur la longue durée, mais tu sais pourquoi tu le fais. Et dans 10-15 ans, quand tu revendras ton bien, ce que ton bien, ça sera un DPE A ou B, ça sera le haut du panier, que tu le veuilles ou non. Et ça ne sera pas l'ancien, parce que l'ancien qui est un immeuble des années 60 que tu as acheté, dans 15 ans, il aura 65 ans. Ton immeuble, ton appartement que tu as acheté dans le neuf que tu revends dans 15 ans, il n'aura que 15 ans. Donc tout ça, c'est des critères, il faut prendre en compte ça. Et aujourd'hui, ce qui se vend le plus cher, aujourd'hui là, dans le marché compliqué, c'est les logements qui ont des bons DPE. Et donc, c'est des logements neufs, peut-être qui ont été livrés en 2014, 2012, 2016. C'est ce qui se vend le plus cher. Alors qu'on t'avait dit il y a quelques années, l'ancien, le neuf, c'est le même prix. Non, c'est plus le même prix en réalité, parce qu'un bien neuf vaut plus cher qu'un bien ancien, même s'il a que 7 ou 8 ans. Non, mais en vrai, c'était les mêmes arguments il y a 5-7 ans. On louait tu vois, il y avait le RT 2012, on disait déjà, il y avait déjà des arguments en faveur du neuf. Mais il n'y avait pas de contraintes, comme il y en a aujourd'hui. C'est-à-dire que la loi climat et résilience de 2021, elle est venue apporter une surcouche de contraintes qui est réelle. C'est-à-dire qu'on ne t'obligeait pas, il y a 7 ans, 5 ans en arrière, à faire des travaux de rénovation énergétique. Non, mais aujourd'hui, on t'oblige. Donc on est d'accord que quand ces arguments étaient utilisés il y a quelques années, quelque part, l'idée de dire que ton bien, quand tu le revendras dans quelques années, il vaudra beaucoup plus que l'ancien, c'est pas vrai partout. C'est pas vrai partout. Il y a des gens qui ont acheté cher C'était pas le vrai neuf en 2019. Et qui le revendent à la casse ou à la décote. Non, alors, tu sais tout ça, je vais te dire, moi pour avoir fait beaucoup d'opérations dans le neuf, oui, je te rejoins, si tu as surpayé ton bien dans le neuf à Besançon il y a 13 ans, il y a des chances que tu le revendes à la casse. Il y a beaucoup de biens aussi dans le neuf qui n'étaient pas des biens résidentiels, c'est-à-dire des résidences, tu sais, d'affaires, de tourisme, etc., qui sont des logements neufs,
effectivement, qui se revendent à la casse, parce que qu'est-ce que tu vas faire d'une résidence d'affaires? Tout l'immeuble est structuré comme ça. Si le bailleur s'en va, mais sur du résidentiel classique, je peux t'assurer que quelqu'un qui a acheté dans du neuf à Clichy il y a 12 ans, il ne revend pas à la casse son bien. Celui qui a acheté dans du neuf en plein cœur de Bordeaux, il ne le revend pas à la casse 20 ans plus tard. Plein cœur de grande agglomération. Mais aujourd'hui, le neuf... C'est les marchés les plus tendus. Mais le neuf, aujourd'hui, et depuis quelques années, notamment par le Pinel, etc., la cartographie, tu n'as plus d'aide à l'acquisition si tu es dans des zones qui ne sont pas éligibles. Donc oui, si tu achètes du neuf 3 fois plus cher dans des secteurs... Le PTZ et le TVA réduite. Même le PTZ, c'est en zone B, la zone B2, par exemple, a été exclue, etc. Donc, mais ça y est, là, il y a eu 150 zones qui ont été réintégrées en zone éligible. Voilà. Redis-moi ça, parce que du coup, je suis pas à alors, la page en fait, de ce truc-là. Alors, tu as plusieurs zones. Donc, et si je ne suis pas à la page, ça veut dire que les auditeurs ne sont pas forcément à la pas page. Forcément. Donc, tu as la zone Abyss. Bon, on va dire c'est Paris, les secteurs vraiment ultra tendus en termes de tension locative, et souvent en plus assez cher. Donc Paris, je vais te prendre le Valois-Perret. Est-ce qu'il y a des zones A, très touristiques aussi dedans, ou elles sont pas forcément. Non, c'est des zones avec tension locative où il y a de la demande. Donc zone Abyss, c'est vraiment, ça concerne que quelques communes. Tu as la zone A, donc là je vais te prendre par exemple Lille, qui est en zone A. Je vais te prendre Lyon, qui est en zone A. Je vais prendre Marseille, qui est en zone A, parce qu'il y a une forte demande de logement. Je vais te prendre la zone B1, donc là tu vas voir Nantes, Rennes, Toulouse, qui en vérité sont en zone B1 mais pour être en zone A. Et puis après tu as la zone B2 qui concerne d'autres villes sur lesquelles il y a un petit peu moins de tension locative. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple en zone B2? Tiens, Dunkerque, je crois que c'est en zone B2, ou Lens, c'est en zone B2, donc il n'y a pas une grosse tension locative sur ces secteurs-là. Bon, et donc effectivement, du neuf à Lens, quand l'immobilier là-bas est à 1 000 € et que tu achètes ton bien dans le neuf à 2 000, ouais, tu es 100% plus cher au-dessus. Donc effectivement, là, tu fais pas une bonne affaire. Mais quand tu achètes du neuf sur des secteurs, en plus, qui étaient moins chers et moins demandés, c'est-à-dire que je vais prendre Clichy, par exemple. Je veux dire, c'était un peu la zone il y a 12-13 ans avant que les bâtiments neufs se construisent. Oui. Donc tu achètes ton neuf, qui était certes plus cher que de l'ancien là-bas, mais aujourd'hui, le neuf que tu revends à Clichy est plus cher que ce que tu ne l'as acheté. Donc il n'y a pas de... Si tu as acheté une daube, tu as acheté une daube. Et si tu as acheté une daube dans l'ancien, tu peux aussi la revendre pas beau. Si tu t'es fait avoir, moi, mon frère, bon, excuse-moi, Emmanuel, il a acheté une maison à côté de Clermont qu'il avait très clairement surpayé dans l'ancien. Bon, et parce que la personne avait fait les travaux, etc. Bon, il ne l'a pas revendu plus cher, tu vois. Donc, se dire que les mauvaises affaires, elles peuvent se faire aussi. Mais il faut être d'autant plus vigilant dans le neuf sur ce que tu achètes. Et notre métier, et notre travail, nous, puisque pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'il faut faire, les critères, comment tu vas choisir un produit de qualité. J'allais justement revenir avec ça tout à l'heure. Comment je reviens à ta question. Comment on reconnaît une daube? Comment on reconnaît une daube? Déjà, nous, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les prix de l'ancien et qu'on va regarder ce que applique comme prix le promoteur. Donc déjà, c'est la première chose. Si on estime qu'il y a un écart qui est trop important entre l'ancien et le neuf sur des biens similaires, même si j'aime bien rappeler qu'il n'y a pas toujours des biens similaires, c'est compliqué de parler d'un bien similaire d'un bien à un autre. Je veux dire, tu prends une rue, tu as un immeuble haussmannien, tu es au 5e étage, plein sud, tu prends la même rue, tu as un appartement au 1er étage, plein nord, ils ne vaut pas le même prix que tu es dans la même rue. Pour une même copro, des fois, effectivement, tu dis l'orientation est un critère qui peut faire varier le prix. Exactement. Et tu es dans une même copro et le prix au mètre carré, ce n'est pas 3 000 € dans cette rue, c'est 2 500 pour le bien moyen et puis c'est 3 500 pour le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc si le promoteur, il te propose un logement qui est à 4 000, mais qui est bien orienté, etc., c'est pas beaucoup plus cher finalement et c'est le haut du panier. Donc le critère de sélection pour nous, ça va être l'écart de prix avec l'ancien. L'écart de prix avec l'ancien. Okay. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un écart de prix qui soit raisonnable et qui puisse s'expliquer. C'est quoi raisonnable pour les autour des 20% d'écart de termes de prix. Jusqu'à 25, c'est OK. Ouais, jusqu'à 25, c'est OK pour un super 30, produit. 30, c'est trop dangereux. Ouais, dangereux. Je sais pas si c'est dangereux, mais en tous les cas, ça se justifie pas. Ouais, ça justifie pas. Là, tu parles d'écart de prix hors aide. Donc de base. Alors, de base. OK. De base, parce qu'effectivement, si je prends un prix dans l'ancien, tu le sais Delphine, dans le neuf, tu vas avoir 2% de frais de notaire. Quand ils ne sont pas offerts, quand nous, on ne les négocie pas, parce que nous, on est quand même des gros faiseurs. C'est-à-dire qu'on travaille, là, c'est la crise pour beaucoup. Nous, on ne la ressent pas. Et c'est heureux, parce que nous, on a une centaine de promoteurs en mandat direct. Donc, nous, on peut vendre partout. Donc, déjà, c'est une première des choses. On n'a pas besoin de chercher des mandats comme dans l'ancien. Nous, le mandat, on l'a. On a juste à trouver des clients qui ont besoin de se faire accompagner et on les accompagne, investisseurs d'ailleurs ou pas. Et puis ce qui va déterminer le critère de sélection au-delà
de l'écart de prix raisonnable entre l'ancien et le neuf, c'est la qualité du promoteur que nous, on connaît. On sait les promoteurs qui font un bon boulot, on sait ceux vers lesquels on ira moins. Pourquoi ? Parce qu'ils font 2 opérations par an, parce que ça peut être un peu casse-gueule, parce qu'on ne sait pas si eux, ils ont la capacité de financer derrière la finalité de l'opération, même si tu as les garanties. Dans le neuf, tu as la garantie financière d'achèvement. Tu vois, tu as la garantie biennale pendant 2 ans sur ton logement, tu as la garantie de 10 ans sur la structure des... Donc ça, tu l'as pas dans l'ancien, d'accord ? Quand tu achètes un logement neuf... Alors, ça dépend. Si tu as de la rénovation et que tu as fait le travail de vérification de ton artisan, il doit avoir une garantie décennale. Et toi, tu peux prendre une garantie d'achèvement. Mais tu rachètes... Lui, il a une garantie de parfait achèvement de ses travaux ou ce genre de choses. Voilà. Et toi, tu peux prendre aussi une garantie supplémentaire qui te coûte. Oui. Voilà. Dans le neuf, elle est comprise dans le prix. Elle te coûte aussi. Voilà. Elle est comprise dans le prix. Mais regarde, je te donne un exemple. Donc, tu vois, tu as les frais de notaire qui sont de 2%. Oui. Donc, à écart, on va dire, allez, qu'à 20% d'écart, on a trouvé une bonne opération. Déjà, tu vas rajouter plus 6% dans l'ancien et plus 2% dans le neuf en termes de prix. Donc, tu vois, tu as gratté déjà 6% d'écart entre les deux. Ensuite, aujourd'hui, si tu achètes un bien dans l'ancien et que tu fais 0 travaux, super. Mais c'est pas vrai. En réalité, tu as toujours des travaux. Et plus le mètre carré est bas, plus tes travaux vont te coûter cher. Parce qu'une rénovation, c'est entre 300, 400 jusqu'à 1000 € du mètre carré si tu fais quelque chose de grand. À plus. Ah bah tu vois, plus, Netline. Donc... plus. Franchement, quand j'ai commencé il y a 2020 à faire de l'immobilier, les taux étaient encore bas. Et effectivement, on parlait de les grosses rénos, 1000, 1002 max. Ah bah. Aujourd'hui, une réno même pas grosse, on peut monter à 1005. Hein. Alors, je te donne un exemple. Tu es au mètre carré dans et j'ai pas refait la toiture à 1005. Hein. Alors, je te donne un exemple. Tu es dans une ville, tu es à Lille. Bon, le mètre carré à Lille, dans l'ancien, il est à 3005. Disons que dans le neuf, il est à 4005. C'est un gros écart, mais c'est pas grave. Donc là, ce que tu me dis, si tu dois tout rénover, allez, tu l'achètes, au lieu de l'acheter 3500, comme il y a une grosse réno à faire, tu vas l'acheter 2008. Bon, tu arrives à combien ? Tu arrives à 4002, 4003. Donc, tu es en mètre carré ISO, tu rajoutes tes frais de notaire, tu n'as pas d'aide à l'achat, tu n'as pas de défiscalisation. Si tu es un accédant, tu n'as pas de Prato zéro, donc tu te prends le taux à 4, 4,5. Tu n'as même pas de TVA réduite parce que dans le neuf, tu peux même, au lieu de l'acheter 4005, si tu as la TVA réduite, tu vas encore baisser de 500, tu vas l'acheter à 4000. Ce que je veux te dire par là, c'est que, en vérité, si tu cherches bien, dans le neuf, il y a des bons coups à faire. Et surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, les promoteurs, ils font des remises que ne font pas les gens dans l'ancien. Donc, ils te font des vraies remises. 15 000, 20 000, 30 000 € de remise sur un appartement. C'est-à-dire qu'il y a des biens qui étaient vendus 230 000, ils sont à 200 000 aujourd'hui. Et 200 000 aujourd'hui, c'est les prix que tu trouves encore dans l'ancien, avec travaux, etc. Non, là, tu n'as pas de travaux, tu as souvent un parking en plus, tu vois, parce que souvent, dans les prix du neuf, on ne va pas regarder le prix du parking. Et je rejoins, il y a une chose que je tiens à dire. Le parking est inclus quasiment systématiquement dans les prix. Systématiquement. C'est inclus dans le prix. Il est valorisé entre 10 000, 15 000, 20 000. Ça dépend du secteur. Évidemment, si tu es à Levallois-Perret dans du neuf, un parking... Je ne savais pas que le parking était... Souvent, quand on va afficher les prix au mètre carré, il faut retirer le parking parce que c'est pas possible de pas retirer le parking. Un parking, ça se valorise 15 000, tu peux le revendre indépendamment, tu peux le mettre en location, etc. Donc tu vas valoriser le parking, donc on va le retirer. Il y a 2 parkings. Des fois 2 parkings, si c'est sur des T3, des T4, tu peux avoir 2 parkings, exactement. Donc il faut l'extraire aussi également de ton prix, tu vois. Donc tout ça fait que les prix, en fait, tu peux vite déconstruire un prix dans de l'ancien comme dans du neuf. Il suffit juste de l'expliquer et puis de penser long terme, en fait. Et donc, notre travail, nous, c'est de la pédagogie, c'est d'expliquer quels sont les avantages du neuf. Il y a des gens qui l'ont tout à fait compris, qui ne recherchent que ça. Et tu en auras de plus en plus parce que les jeunes générations qui arrivent, elles, sont très soucieux, effectivement, de leur consommation d'énergie, sont très soucieux, effectivement, derrière d'une certaine éthique. Et donc, effectivement, quand tu as une certaine éthique, aujourd'hui, tu sais que les logements qui sont construits, en termes de production, de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre, tu vois, aujourd'hui, tu as la réglementation environnementale 2020 qui vient supplanter la RT 2012. Bon, là, on va sur la performance énergétique de la copropriété en elle-même, c'est plus restreint, les normes sont plus importantes, et puis surtout sur les isolants que tu vas utiliser. Donc, on va privilégier des matériaux naturels. On va privilégier du sourcing de matériaux proche de chez nous, etc., etc. C'est ça. Donc, c'est très complexe, c'est très important. Donc, le promoteur, lui, va payer aussi tout ça, tu vois. Et donc, c'est un surcoût aussi pour lui. Voilà.
Mais ce qui explique, c'est que tu peux vite déconstruire. Et nous, notre métier, c'est effectivement derrière, quand on a quelqu'un qui a un projet, c'est lui expliquer tous ses avantages et de le projeter sur le long terme. Et qu'il oublie, finalement, qu'il y ait 20% d'écart de prix entre les deux. En fait, ça s'explique très vite. Et tu vois, je te donne un exemple. Tes charges de copro, elles sont beaucoup plus faibles dans le neuf. La plupart du temps, tu vas être à 2 € du mètre carré en charge de copro globale. Bon, si tu as 100 mètres carrés, si tu économises ne serait-ce que 80 € par mois, que tu tires le trait sur 12, 13, 14, 15 ans, c'est une somme. Si tu prends ta facture d'énergie, là où tu avais une facture d'électricité à 150 € et que tu passes à 60, c'est 140 € chaque mois dont tu vas tirer le trait. Donc tu vois, je ne t'ai même pas parlé des frais de notaire, je ne t'ai même pas parlé des travaux, je ne t'ai même pas parlé de la copropriété, je te prends juste la consommation énergétique de ton logement et les charges de copro globales classiques d'usage. Si tu tires le trait sur la longue durée, tu gagnes aussi de l'argent. Donc tu vois, quand tu achètes un bien immobilier, toi qui fais les travaux, etc., tu sais que tu l'as acheté 200, mais tu sais que ton prix, c'est pas 200 en fait. Avec tous les travaux que tu as fait, en fait, tu l'as payé 270 ou 280. Tu vois. Donc voilà, et c'est ça qu'il faut mettre en perspective et projeter la personne là-dessus. Tu vois. Après, c'est la capacité de le faire. Est-ce que tu as la capacité d'emprunter 300 au lieu d'emprunter 280, etc. Tu vois, ou ce genre de choses. Voilà, c'est notre métier, c'est d'accompagner les gens là-dessus et puis de regarder s'ils ont droit à la défiscalisation, si ça a du sens de le faire pour eux, tu vois. Parce qu'on va en parler après des investisseurs. Alors, le marché, il se porte pas bien. C'est pour ça qu'il y a des affaires à faire. Ouais, clairement. Moi, j'ai vu les chiffres. Non, mais là, c'est la fête. Hein. Alors, les remises par pièce... frais de notaire offerts, cuisine offerte, c'est un peu n'importe quoi. J'ai moins 40% de réservation de volume de transactions. De volume entre cette année et l'année dernière. Ouais, alors, c'est à pondérer parce qu'entre-temps, il y a aussi moins de biens. Et forcément, le marché s'ajuste. Donc, bien sûr. Il y a aussi moins de biens qui sont mis en vente. Bien sûr. Il y a des promoteurs qui changent leur stratégie, qui vont sur du logistique, qui vont sur d'autres typologies d'immobilier. Oui. Donc, de la résidence étudiante ou ce genre de choses. On ne peut pas se permettre de continuer à inonder le marché de projet quand le marché n'est si tu n'as pas un foncier de qualité où tu sais que tu vas vendre, des opérations où tu pouvais aller il y a encore 2 ans, tu n'y vas plus, en fait. Donc, tu déposes pas de permis et tu dis non, là, c'est un peu trop casse-gueule. Le marché n'est pas assez porteur pour que il y a une demande assez forte et rapide sur ce genre de bien. Par contre, si tu as un super foncier, je te prends un promoteur comme ICAD, par exemple, qui est la Caisse des dépôts qui est derrière. Ils ont des fonciers en or. Donc, toujours bien placés. Donc, eux, ils peuvent continuer leurs opérations et ils n'ont pas moins 40% de volume de réservation parce qu'ils ont des super fonciers. Par contre, le petit promoteur qui arrive en bout de chaîne, c'est lui qui souffre, tu vois, beaucoup plus que les autres. Et ils sont nombreux là-dessus. Mais quand tu parles de moins 40% de réservation de vente, dans l'ancien, on a combien ? Pareil, moins 40, moins 50, tu vois. Non, on est plutôt à moins 20, les chiffres montent... Sur l'année écoulée, tu veux dire ? Oui, parce que tu le disais tout à l'heure, parce que les gens qui ont le choix de vendre maintenant ou de différer leur mise en vente font effectivement le choix de différer parce qu'ils ne sont pas prêts à faire les baisses de prix que le marché, normalement, faut voir le volume faut voir le volume parce que tu vois, quand tu vois les... Moi, je demande juste à voir le... Alors, effectivement, là où tu as raison, c'est que les promoteurs, ils font autre chose et qu'il y a moins de permis de construire. Donc, le volume, la baisse de volume s'explique aussi par ça. Mais sur le marché de l'ancien, en volume de transaction, après, c'est toujours pareil. Dans l'ancien, tu vois, ça va être le volume de transaction, ça va être le studio minuscule, la chambre de bonne, comme la maison, tu vois. Alors que le neuf, c'est pas de chambre de bonne, c'est les appartements minimum studio, T2, T3, T4, tu vois. Donc, dans l'ancien, il y a tout. Une cave, c'est une transaction immobilière aussi, tu vois, par exemple. Donc, là où je voulais en venir, c'est que tu as un marché qui souffre du fait d'avoir engagé des projets qui, aujourd'hui, restent un peu sur les bras, quoi. Donc, on est en mode opération déstockage sur des projets. Donc, c'est une opération déstockage, donc ça va s'arrêter à un moment donné. Forcément. Parce que les promoteurs vont mettre moins de projets, parce que les taux vont finir par rebaisser fin bien 2024, sûr. Et donc, rendre plus 2025, de gens solvables, etc. Bien sûr. Etc. Et donc... qui est valable maintenant, encore en 2024, à un moment donné, ça va se tarir. Donc, les affaires à faire. Le grand déstockage, c'est maintenant. Le déstockage, alors, Delphine, tu as raison, le déstockage, c'est maintenant. Et en plus, j'ai envie de te dire, aujourd'hui que tu as un taux à 4, même si tu n'as pas le droit aux aides, tu es un investisseur et tu n'as pas le droit au prêt à taux zéro quand tu investis, etc. Bon, écoute ton taux, parce que là, tout le monde pense, quand l'horizon mi-2024,
la BCE va baisser son taux directeur, et donc on va rebaisser le taux. Alors on sera pas à 1, ça c'est certain. Non, mais si on revenir en dessous de 2, il va falloir il va se passer un petit peu de temps. Mais si tu as un taux à 4,30 et que tu renégocies à 2,10 et que tu as fait qu'un an finalement, voire moins, parce que dans le 9, tu sais, tu es livré un an plus tard. Tu prêches une convaincue. Voilà, donc il faut le faire. Tu prêches une convaincue sur le fait que ça n'est pas un critère. On ne doit pas attendre que les taux rebaissent avant de faire des opérations immobilières. Ceux qui attendent, c'est ceux qui ne font pas. Je te le dis. Alors, parce qu'ils n'ont pas fait un taux à 1. Exactement. Donc ils feront encore moins à 4. Et puis quand ça sera 2, ils vont te dire... C'est le FOMO. Ouais, voilà. J'ai peur de me faire avoir. J'ai peur. Et en réalité, même si l'inflation est encore... Elle est plus ou moins au niveau des taux. Quand elle était encore beaucoup plus élevée, c'était intéressant. Maintenant, elle est au niveau des taux, moins intéressant, mais ça reste intéressant d'utiliser son effet de levier. Et on est d'accord, dès que vous pourrez, on renégocie tous nos crédits. Tous fait. On le faisait hier, on le fera demain. Donc, c'est intéressant. Et c'est ça qui ne se passe pas dans l'ancien aujourd'hui. C'est que les baisses de prix, il y en a. Mais elle ne compense pas la montée des taux. Non. Et donc, en fait, la situation sur l'ancien, elle est bâtarde, Bien sûr. Ça comme ça, parce qu'on s'est dit, génial, les taux augmentent, on va rentrer sur un marché d'acheteurs, il va y avoir des affaires à faire. Moi, je les attends encore, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les attendent encore. Ah oui, on les attend encore. Ouais. Et puis les affaires à faire sur des logements où tu te dis, bon, alors les travaux, il va falloir les chiffrer, parce que là, je peux plus. Là, je sais pas, j'arrive comme avant, il y a 4 ans, avec mais il y a des affaires à faire sur les passoires thermiques. Ouais. Parce que là, on peut les renégocier encore plus à la casse. Le truc, c'est qu'effectivement, faut avoir envie de faire des travaux. Faut pas sous-estimer le montant des travaux. Faut pas. Parce que il va être élevé. T'as déjà eu les travaux où la personne te dit, alors il y en a pour X, et c'est resté à X? Ah non. Il y a toujours toujours. Sur tous mes projets, j'ai eu des dépassements de travaux. Toujours. Voilà. Donc tu vois, le budget de départ, tu te dis en fait toujours. Alors des fois, il vaut mieux aller chercher le plus 10 ans que le moins 10 ans. C'est jamais très bon. Donc faut pas avoir peur de mettre le budget, mais il y a toujours quelque chose de nouveau. Mais la question que je me pose... on a découvert ça dans les murs. Je crois qu'il faut changer ça. Ah oui, mais c'est combien? Plus X. Ouais, ok. Et en fait, ton budget de travaux, il est jamais celui que tu as mis au départ. C'est pas de la malhonnêteté de l'artisan. C'est pas de la malhonnêteté et il vaut mieux les faire en fait. C'est pas grave. Nous, on est du genre à dire, s'il faut le faire, on le fait. On le fait, puis de toute façon, après, au moins, on sera tranquille, etc. Oui. Mais tu vois, ton budget de total, à la fin, il a monté. Et les prix des travaux ont monté aussi. Ça, c'est une réalité. Et le taux et quand tu vas emprunter pour les travaux, c'est la même chose. Donc, effectivement... Et quand on disait, il y a peut-être des affaires à faire sur les passoires thermiques, seulement les banques ne suivent pas les projets où le montant des travaux est équivalent au montant du bâti ou largement supérieur au montant du bâti. Ce que tu peux comprendre, parce qu'ils hypothèquent le bien quelque part. Le risque est toujours plus important sur les financements de travaux que sur les financements de bâti. Seulement, du coup, c'est aussi une mauvaise interprétation de la conjoncture de la part des banques, parce que, du coup... En réalité, elle bloque aussi les gens qui font des affaires, arrivent à faire des affaires en ce moment. Et qui ont peut-être le savoir-faire aussi sur les travaux et sur la partie technique. Là où tu as raison, c'est que c'est plus facile si tu arrives, toi, Delphine, j'en fais 3, 4, 5 opérations de ce type-là. Ouais, moi je pensais. Tu vois, pas si évident que ça. Alors que dans le neuf, c'est OK, tu es à 33%. Vas-y, go. Voilà, go, vas-y. Et puis toi, tu y vas, clé en main. Allez, au pire, qu'est-ce que tu risques? C'est 3 mois de retard, 4 mois de retard, 5 mois de retard. C'est ça le principal risque dans le neuf. Mais il n'y a pas de risque sinon. Tu vois, c'est aussi un confort pour beaucoup. On est d'accord qu'on ne rembourse pas le prêt tant que le... Ça dépend de ton... Alors, ça dépend du financement. Tu peux différer. Alors, tu peux dans le neuf... Il semblait que c'était conditionné à la signature de fonds de travaux. Alors, en fait, d'abord, tu signes un contrat de réservation. Oui. Donc, le contrat de réservation, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on fait signer un contrat de réservation électronique. Donc, tu as réservé un T3 à tel endroit. Bon, voilà. Tu l'as réservé, il sera livré, admettons, premier trimestre 2025. On est aujourd'hui mi-octobre 2023. Tu passes chez notaire, admettons, fin décembre ou début janvier. À partir de fin décembre, début janvier, là, tu as ton financement qui va démarrer. Mais tu as 2 stratégies possibles. Soit tu fais un différé total, donc tu n'as aucune mensualité d'emprunt avant la livraison de ton bien en mars 2025, tu vois. Et donc, 1 mois suivant ta livraison, une fois que tu as tes clés, surtout si tu es un investisseur, tu as ton premier loyer qui est touché.
Ou si tu es un propriétaire, un mois plus tard, tu vas commencer à payer ton premier crédit. Ou alors, tu peux faire une franchise partielle et le temps de la construction, tu vas payer une partie des intérêts d'emprunt au fur et à mesure des appels de fonds successifs du promoteur. C'est-à-dire qu'ils font les fondations, ils font un appel de fonds. Ils font le premier étage, appel de fonds, cinquième étage, etc. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais toi, tu ne payes rien. Quand tu reçois un appel de fonds, tu envoies à ta banque qui t'a accordé le crédit et c'est elle qui libère les déblocs. Voilà. Et le jour de la livraison, c'est là où va se faire la dernière, les 5 derniers pourcents. Au moment où tu es livré, voilà, tu as eu la remise des clés, tu as ton bien, là, effectivement, il faut débloquer les 5% qui restent. Et là, c'est souvent un chèque de banque à la livraison que tu vas donner au promoteur qui t'a fait la livraison de ton bien. Donc en plus, quelque part, si tu fais une franchise totale, tu as un confort parce que tu n'as pas double mensualité et puis tu peux même continuer d'épargner si tu as envie de continuer d'épargner parce que c'est ce que tu faisais. Est-ce que la franchise totale est plus simple à avoir que dans l'ancien? Parce que c'est pas simple. Autant quand tu as des travaux, le différé partiel, il est quasiment automatique. En fait, Delphine, dans le neuf, c'est quand même assez spécifique et il suffit d'avoir les bons contacts et les bons courtiers. C'est-à-dire que si tu vas à ton agence du Crédit Agricole en bas de chez toi, il y a peut-être des chances que les personnes qui sont à l'intérieur ne soient pas très efficientes sur le crédit. Toi, tu fais une aide au montage de... Évidemment, on structure le dossier de financement, on a des partenaires courtiers. Vous avez des partenaires courtiers. Nous, vraiment, on accompagne le client de A jusqu'à Z, qu'il soit investisseur comme acquéreur, on va dire. Donc, on va l'accompagner sur le choix du dispositif, sur les aides, sur le choix du produit, sur le financement. On va le structurer, on va demander le meilleur des financements possibles. Donc on a là pour le coup des courtiers partenaires qui sont hyper efficaces et c'est pour ça que je te dis que nous on fait du 25 ans sans apport aujourd'hui. Encore aujourd'hui du 25 ans sans apport, tu as juste à apporter les frais de notaire. 25 ans sur la résidence principale, ça m'étonne pas. Ouais, sans apport aujourd'hui. Sans apport, c'est pas simple. Dans l'ancien, ça n'existe pas. Dans le neuf, c'est plus facile. Ou alors, on va te demander de payer les frais de notaire, c'est-à-dire 2% du prix du bien, et non 8%. Tu vois, bon, nous, on le fait, ça. Voilà. Et puis après, on va t'accompagner jusqu'au jour de la livraison. On va évidemment être avec toi chez le notaire parce que c'est quand même la moindre des choses. Et puis ensuite, si tu es un investisseur, on va t'accompagner sur la gestion locative en sélectionnant les meilleurs partenaires. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on va te prendre par la main, on va t'aider à bien choisir, on va t'aider à bien louer et on va t'aider derrière sur tous les pans de l'acquisition. Et le financement, c'est un pan très important parce qu'il ne s'agit pas que tu te trompes et que tu aies double mensualité d'emprunt. Donc c'est assez spécifique et notre travail, c'est de faire ça. Voilà. Et puis de conforter les gens. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu achètes dans du neuf, il y a une contrainte, je dirais que tu es moins maître du choix de l'emplacement. Bon, tu vas me dire, dans l'ancien, il n'y a pas toujours des biens à vendre dans la rue que tu veux non plus. Mais en général, il y a plus de stock, mais souvent, tu vas tomber parfois sur des dos, parce que quand tu fais des visites dans l'ancien, tu tombes sur c'est chronophage de rechercher. Dans du neuf, bon, tu te dis, ok, je vois le plan, je sais qu'il est à tel étage. Donc, si tu te projettes un peu avec des bonnes perspectives 3D, tu ne vas pas avoir de surprise. Tu sais qu'il n'y a pas de couloir, tu sais que le salon il fait 30 mètres carrés, tu sais que le truc, ce n'est pas une surprise quand tu arrives là-bas. Donc, ton bien, c'est même presque aujourd'hui plus facile de se projeter dans du neuf et c'est moins chronophage qu'aller faire des visites dans l'ancien où tu dis, putain, la salle de bain, en fait, elle est trop grande. La cuisine, elle est ric et rac coincée avec une vue là-dessus. Dans le neuf, tu vois tout de suite. Il suffit juste de te projeter sur des perspectives visuelles, mais tu sais à peu près à quoi ressemblera ton logement. Voilà. C'est l'environnement qui est plus difficile à projeter. Ouais, qu'est-ce que tu vas voir depuis ta fenêtre Alors, tu sais, tu as des plans de masse, hein. Donc oui, tu auras peut-être le jardin, il ne sera pas tout à fait encore vert parce que ça vient d'être planté. Mais tu peux voir avec Google Street View, moi, tu sais que Google Maps, tu vois tout aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le plus rédhibitoire pour moi. Parce que quand on voit les projections et qu'il y a effectivement l'aménagement paysager, c'est très beau, mais en général, quand tu sors de terre, plusieurs... c'est horrible et ça va l'être pendant 2 ans à peu près. Quoi. Ouais, le temps, il faut 2 printemps. Quoi. Bah oui, mais c'est normal. Bah ouais. Et pour moi, c'est vraiment, ça rend vraiment le truc. Moi, je vois, quand ils sortent de terre, après, je vois les affiches quand j'étais dans le métro encore, et je me dis, mais c'est pas du tout ça en fait. Et alors, ça devient ça. Ça devient ça. Pour le jardin paysager, parce que l'immeuble, là, tu peux pas te tromper, les perspectives de l'architecte, elles sont contractuelles. Tout à fait. Tu peux pas te tromper. Mais oui, effectivement, sur le jardin, c'est un peu comme l'effet McDo au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois un beau burger sur la publicité et quand il arrive, il est un petit peu plus raplapla. Mais
Lui, il faut 2 ans pour que les jardins poussent, que les vergers soient là, etc. Mais non, c'est quand même assez bien fait. Et puis surtout, souvent, tu vas avoir des résidences qui vont être closes, tu vois. C'est-à-dire que tu as un grillage tout autour, elles sont sécurisées, ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est pas comme dans une copropriété à l'ancien, en fait, on peut rentrer comme ça. Non, là, c'est quand même souvent... Tous les critères, on va dire, les dernières normes de sécurité, etc., elles sont là quand même, et ça compte. Et puis, tu vois, quand tu parlais de travaux, moi, il y a 2 ans et demi, il y a eu un incendie dans la cave. Nous, c'était le tableau électrique, je sais pas, qui date des années... l'immeuble est de 1903. Donc, si tu veux, le compteur électrique a dû être changé, mais il avait 25-30 ans, mais il a pris feu, en fait, tu vois. Bon, quand tu es dans du neuf, tu as aussi cette sécurité-là, les installations, parce que tu sais, les copropriétés anciennes, il y a eu des travaux successifs, des branchements successifs. Il y a eu des gens qui sont venus au fur et à mesure, ils ont fait des travaux chacun dans leur immeuble, ils sont joints sur la colonne d'eau et machin, etc. Et en fait, ça n'arrête jamais. Plus c'est ancien, plus ça te coûte cher en termes de travaux. Donc, effectivement, faire un choix dans du neuf, c'est aussi de se dire, OK, bon, là, tout est pensé aux dernières normes, et ça compte quand même, tu vois. Même c'est fabriqué intelligemment. Pour demain, s'il y a des choses à faire, des interventions à faire, bon, bah, il va pas falloir éclater tous les murs pour retrouver la colonne d'eau, quoi. C'est plutôt bien fichu comme construction. Si mon promoteur est en mauvaise posture financière en ce moment. Ouais. Déjà que dans la série des on-dit, on peut pas dire que tous les projets de neuf qui sont livrés sont toujours de très bonne facture, de très bonne qualité. Non. Si en plus, on se dit, mais attends, ils ont besoin de thunes, ils ont besoin de cash, ils vont me faire un projet au rabais, ils vont me faire un truc au rabais sur les matériaux, ça va être le minimum du RE 2020, et en fait, je vais le payer dans l'obsolescence de mon bien. Non, alors, première chose, déjà, tu as une notice descriptive. Donc, tu vois, quand tu fais un contrat de réservation dans le neuf, tu as une notice descriptive avec les matériaux. Il est précisé que les matériaux doivent être... Si tu changes de marque, les matériaux doivent être équivalents, tu vois. Donc déjà, tu ne peux pas avoir... Ils ne peuvent pas te mettre à la place du béton, ils ne vont pas te mettre du placo. Tu n'as pas accès au chantier. Si, bien sûr qu'il y a déjà des organismes de certification. Déjà, pour tout ce qui va être DPE, tu as Calibat, Qualitel, qui sont des organismes de certification. Donc, les logements sont certifiés et vérifiés derrière, tu vois. Donc, ils vérifient, ils vérifient... voilà, et puis tu as un architecte, tu as un conducteur de travaux, tu as des sociétés. Quand tu signes, oui. Qu'est-ce que tu sais que... tu as tout dans la notice, tout démarqué. Machin, comment tu sais qu'il est de bonne qualité? Toi, tu connais rien. Non, toi, tu connais pas, bien sûr, évidemment. Mais déjà, eux, ils ont des normes à respecter. Ils peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Et puis, effectivement, encore une fois, c'est ce que je te dis. Tu vas vers des promoteurs de qualité. Si tu vas vers Cogedim, si tu vas vers, Ogix, si tu vas vers Emmerich, si tu vas vers ce type de promoteurs-là, Franco-Suisse ou ce genre de choses, ils vont pas te faire des choses au rabais. Ils vont faire des bonnes choses, tu vois. Donc ça, effectivement, c'est important. Et il y a des promoteurs qui vont perdre de l'argent sur des opérations et en gagner sur d'autres, tu vois. Donc, ils sont prêts à faire ça. Ce qui va compter, eux, évidemment que chaque opération, ils ont envie de gagner de l'argent. Mais tu as certains promoteurs, ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent, ils vont payer les fonciers très cher, mais ça leur permet de mettre un pied dans tel secteur, dans telle mairie. Et puis après, tu vas avoir des aides aussi, etc. Donc, tu vois, ils ne sont pas moins disants sur la qualité, parce que ça compte pour eux derrière, en termes de on va dire, pour... tu vois, malgré tout, le bouche à oreille, il y a des enjeux politiques derrière, évidemment. Pour obtenir des permis. Pour obtenir le super chantier de machin, de X, etc. Tu vois, donc il y a énormément d'enjeux politiques dans la promotion immobilière. Et puis, il y a des promoteurs qui ont envie d'avoir un gage de qualité, tu vois. Et donc, des promoteurs comme ICAD, etc., sont qualitatifs. Et puis, surtout, je te dis à Delphine, n'oublie jamais que tout le parc immobilier ancien qui existe fut un jour du neuf. Donc, tu vis dans des logements de Cogedim d'il y a 30 ans ou de X promoteurs d'il y a 50 ans, 60 ans, etc. Je peux pas te le dire parce que moi, je les pratique pas, j'ai jamais vécu dans ce genre de logement. Bien sûr. Pour le coup... Mais même, je veux dire, comment dirais-je, Bouygues, il faisait des immeubles il y a 25 ou 30 ans. Hein, donc, oui, mais alors... Voilà. Les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez... Voilà, racontez-moi vos histoires de neuf. Racontez-moi, venez me le dire sur Instagram, etc. Et oui. Si vous êtes content,
Oui. Et puis, si vous avez eu une mauvaise expérience, et moi, je fais pas du name shaming sur Internet, donc je ne dénoncerai pas les promoteurs. Il faut pas. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, moi, ce que j'ai entendu dans ma maigre expérience ne peut pas avoir valeur de... Oui, tu vois, et puis Delphine, qu'est-ce que tu entends? C'est-à-dire, tu sais très bien que les gens qui vont parler sont pas des gens satisfaits. C'est ça. En fait, ceux qui verbalisent le plus sont les gens qui sont les moins contents. Exactement. Un Nexity, il va livrer, je sais pas les chiffres, mais peut-être 5000 logements par an. Il est impossible que dans les 5000 logements, il n'y en ait pas un qui n'ait pas eu une double couche de peinture. Il y en a un qui dit « Ah oui, mais là, la fenêtre, elle est mal mise. » ou la machin. Mais en fait, ça, c'est garanti. Donc, tu as 2 ans déjà sur ton logement et tu as 10 ans sur la structure du bâtiment. Donc, tu as une garantie biennale et une garantie décennale. Donc, c'est chiant parce que l'immobilier, c'est fait, encore une fois, c'est fabriqué, pas encore par des machines, mais par des humains. Donc, il suffit que le peintre, ce jour-là, il soit un peu fatigué, il n'a pas fait ses 3 couches de peinture, ou quand il a branché tel truc, il l'a mal fait. Bon, mais en fait, les assurances, elles servent à ça. Et tu es couvert pour ça. Donc, évidemment qu'il y a parfois des gens qui vont être mécontents, mais c'est un mécontentement de départ, effectivement, et qui est solutionné et qui ne te coûte rien. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Mais je te dirais que quand tu achètes des voitures, quand tu achètes plein de choses dans le neuf, ou un iPhone, tu n'es pas à l'abri d'un problème de batterie, tu n'es pas à l'abri d'une voiture. Bon, bah, si tu as un problème, tu sais que c'est réparé, en tout cas pendant les 2 ans. Là, tu as 10 ans. 10 ans, ça va, avant de voir qu'il y a un problème. Donc il y aura toujours des gens mécontents parce que la fenêtre, etc. Et puis tu auras 98% des gens, 95-98% qui vont rien dire. Mais bon, quand tu as 5000 logements, bah, il suffit qu'il y en ait 30, 40 qui te disent « Ah, je suis pas content », bah oui, ils vont le dire sur Internet, tu vois, parce qu'en plus, ça va leur faire avancer leurs travaux, etc. Mais ça ne veut pas dire que Nexity fait des mauvaises choses. Ça veut dire que, bah ouais, c'est fabriqué, c'est des humains qui le fabriquent, donc effectivement, parfois, il peut y avoir des déconvenus. Mais au moins, tu as la garantie que c'est couvert. Tu vois, voilà. Je reviens à ma question du standing. Je serais bien incapable de différencier différents niveaux de standing. Bien sûr. Dans le neuf. Est-ce que tous les promoteurs que tu as cités font de tout? Ils ont des gammes de standing différentes. Ils ont des gammes de... Oui. Okay. Et en fait, on peut... Là, il faut être guidé. Ou... Ouais. Parce il n'y a que nous on le sait. Typiquement, juste en regardant le prix au mètre carré, ça veut pas... Alors, non, c'est même pas nécessairement ça. Bon, nous, on connaît, ça dépend des opérations, etc. Nous, on est au contact des promoteurs. Donc, toute la journée, tu vois, là, demain matin, je suis chez Cogedim avec une présentation de toutes les nouvelles opérations qui vont arriver. Demain matin, voilà, on est avec une grosse partie de l'équipe. Là-bas, je suis invité. La semaine dernière, j'étais chez Kaufmann. Donc, allez, une fois toutes les 2 semaines, en l'occurrence, surtout en cette rentrée. Donc, tu as la présentation et tu vois, j'étais chez Édouard Denis il y a 3 semaines en arrière, j'étais chez Care, etc. Donc, Care Promotion, bah, j'en cite plusieurs comme ça, c'est bien. Mais tu vois, moi, je suis allée sur le site de certains d'entre eux en se préparant cet épisode et je voyais pas, ils classent pas leurs biens par gamme. Bah, en fait, tu vois, c'est compliqué parce que si tu dis entrée de gamme, programme ici ou entrée de gamme, c'est moyen. Personne n'a envie comme ça. Personne n'a envie d'acheter de l'entrée de gamme. Non, ça tu vas le savoir sur les matériaux qui vont être utilisés dans la notice descriptive et puis ils ont des critères de... Oui, donc en fait, encore une fois, tu le sais pas, la notice descriptive, c'est ce que tu lis, c'est ce que tu lis après. Delphine, tu vas le voir regarde, quand tu vas sélectionner un programme. Tu as une copropriété qui est sur 3 étages. Tu vois qu'ils ont fait de la pierre. Tu vois qu'ils ont fait des toits en ardoise. Tu vois qu'ils ont fait ce genre de choses. Bon, ben, tu sais que tu es sur des critères de qualité. Si tu regardes la notice descriptive et les matériaux utilisés, tu vas le savoir. Nous, on le sait. On est capable de te dire, bah, là, on sait que c'est une belle opération. Si tu es sur une opération à Nanterre de 180 logements, bon, bah, évidemment, c'est moins qualitatif qu'une petite opération de 50 logements dans le cœur d'Angers, avec, tu vois, avec un choix à parti près architectural plus joli, tu vois. Donc, en fait, c'est surtout ça. Et puis, tu vois, plus les fignolés, tu vois, là, j'ai proposé quelque chose qui était... un de mes commerçants a proposé quelque chose samedi, et je l'ai épaulé pour un rendez-vous, c'était à Montesson, donc c'est dans les Yvelines. 92 ou Yvelines, je ne sais plus trop. Haute-Seine. C'est Haute-Seine, c'est 92, voilà. C'est une opération chez Kaufmann. Bon, il n'y a plus rien à vendre, mais en tous les cas, mais tu vois la qualité de l'opération. C'est-à-dire, tu vois les perspectives, tu es sur 2 étages, on dirait comme des maisons, etc. On dirait de la pierre ancienne, etc. La résidence avec des jardins partagés, mais
En fait, ça va être une belle résidence. Et quand les gens vont être livrés, vont vivre dedans. Je veux dire, les murs vont pas s'écrouler, il y a des normes. Le toit va pas leur tomber sur la tête. J'espère qu'en entrée de gamme, les murs vont pas s'écrouler non plus. Et puis tu as l'isolation phonique. Et donc ça, c'est des normes et c'est certifié par des organismes qui viennent valider derrière. C'est pas au hasard. Et la gamme, c'est pas que la finition. C'est aussi, par exemple, en normes d'isolation, on est aussi au-dessus, ou c'est principalement sur la finition? C'est principalement sur les finitions, les fenêtres, les parties communes. Okay. Ça va se jouer là-dessus. S'il y a beaucoup de balcons, moins de balcons, tu vois, ce genre de choses, en fait, des grandes baies vitrées ou pas. Et ça, tu le vois sur le plan. Un truc bête, mais des fois, par exemple, le choix que tu as sur les cuisines et salles de bain, c'est pas toujours foufou, quoi. Mais après, mais tu peux choisir. Aussi tu peux faire des travaux de faire ta propre salle de bain. Alors, quand tu es un investisseur, moi, ce que je dis toujours à mes clients investisseurs, vous n'êtes pas là pour dépenser un maximum et faire le plus beau logement pour l'investisseur. Prenez, la salle de bain de base, c'est rare parce que de toute façon, un investisseur, un locataire, il va saccager, pas tous, bien sûr, mais souvent, quand vous allez récupérer votre logement... Ça fait mal aux oreilles quand tu dis ça. Mais c'est pas faux. Bon, voilà, il faut avoir conscience qu'effectivement, lui, c'est pas son appartement. Donc, il y a des chances lui mettre le marbre, les meilleures choses et les plus belles choses, c'est pas forcément la nécessité. Après, quand tu es dans ta résidence principale, tu as envie de belles choses. Donc, effectivement, tu peux aller chercher les meilleures finitions, les plus gros carrelages dans la salle de bain, etc. Et après, sinon, c'est un budget où tu dois faire un peu attention et puis que tu es moins regardant, peut-être, sur la qualité de ta salle de bain parce que tu es quelqu'un qui veut quelque chose de fonctionnel, etc. Déjà, ce qui est préposé de base est qualitatif, d'accord ? Après, sur le choix de la cuisine, si tu es sur un studio ou un petit des deux, tu vas avoir des petites kitchenettes, etc. Si tu veux en faire plus, t'en fais plus. Tu as le droit de faire des travaux modificatifs, d'aménagement, si tu t'y prends suffisamment tôt. Tu as le droit de te faire livrer vide, non ? Ouais, tu peux. Tu peux. Le faire faire toi-même par ton artisan. Voilà, tu peux le faire toi-même par ton artisan. Déjà, la cuisine, souvent, elle n'est pas livrée avec... Ça dépend. Il y a des promoteurs qui vont livrer la cuisine avec du prêt, notamment pour les investisseurs qui n'ont pas envie de s'embêter. Mais après, libre à toi de faire la cuisine. Sur un projet type, il va être orienté plus investisseur ou plus... Non. En fait, non, même pas, je vais te dire. Même pas. Alors, en fait, un logement neuf, quand il est vendu, tu vois, c'est comme les gens qui disent acheter un Pinel, c'est pas bien. Mais ça ne veut rien dire, acheter un Pinel. On n'achète pas un Pinel, on achète un appartement neuf. Si on a envie de le mettre en Pinel, on le met en Pinel. Si on a envie de l'acheter pour soi, on le garde pour soi. Si on a envie de faire du LMNP, on fait du LMNP, sachant qu'avec tout ce qui se passe sur le LMNP, tu es au courant. Alors moi, je suis au courant et il va falloir que je fasse un épisode là-dessus parce que... Mais en fait, c'est la fin de l'amortissement. Je vais attendre que ça se stabilise. Je vais attendre que ça se stabilise, mais effectivement... C'est la fin d'un avantage fiscal à la revente. C'est-à-dire que l'amortissement, le principe, perdurera. Sauf que tu vas devoir... Aujourd'hui, quand tu revendras ton appartement... C'est les règles de calcul de la plus-value qui changent. Les calculs de la plus-value. Donc, en fait, tu te retrouves comme... reste. Tu te retrouves comme quand tu faisais l'investissement dans SCI à l'IS. Voilà, c'est le même principe. Alors que c'était le gros avantage de l'LMNP. Alors que c'était le gros avantage du LMNP. Et l'abattement. L'abattement. Qui va être aussi... qui va être réduit aussi également. Deux gros avantages du LMNP. Voilà. C'est-à-dire que donc, ton bien dans l'ancien que tu as acheté moins cher, comme tu penses, et tu le dis, tu as juste raison, que comme tu payes un peu plus cher le neuf au départ, je te dirais qu'il y a un nouvel avantage pour le neuf, même si tu le fais en LMNP, c'est que ta plus-value, l'impôt sur la plus-value sera moins élevé, puisque dans l'ancien, si tu fais de l'amortissement, et souvent les gens qui font de l'ancien, ils font du LMNP à l'amortissement, effectivement, tu vas payer un impôt sur la plus-value. Alors après, tu peux aussi le garder, ton bien. Mais il y a un autre avantage, mais je ne sais pas si ça va passer en termes de texte de loi, c'est pour le NU, en tous les cas, de flat taxer les revenus locatifs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu as une TMI à 41 plus 17,2 ou 47,2 ou même 30, ou même 30, tu as 47,2%. Si tu n'as plus rien à déduire derrière au réel, si tu es flat taxé à 30, c'est un sacré avantage. D'accord ? Donc, effectivement, dans le neuf, encore quelque chose qui était peut-être au détriment, c'est-à-dire sur l'amortissement, même si tu peux faire l'amortissement dans le neuf, etc., c'est que là, l'écart de prix, même si tu es dans l'ancien, vu que de toute façon, tu vas amortir, ton calcul sur la plus-value de prix de départ... il est moins avantageux, tu vois, pour le coup. Là, tu parles un peu plus haut dans le neuf, tu vois. Bon, en tout cas, c'est pas... parce que si on se lance là-dedans, on va faire une digression, mais en tout cas... donc c'est intéressant de rappeler que
il n'y a aucune obligation d'acheter en Pinel, même quand on est investisseur. Exactement, il y a plein qui achètent, qui font l'investissement dans le neuf. Ouais. Et justement, tant qu'on parle de l'investissement, parce que... Bien sûr. Écoute, j'ai envie de te dire, à ce stade de notre conversation, tu m'as pas mal convaincu sur pourquoi pas vivre dans le neuf. Ouais. Non, mais je pense que, tu sais, moi, si demain, si j'avais dans mon quartier, là où je vis aujourd'hui, un projet neuf, alors c'est vrai que j'aime bien la pierre de taille, j'aime bien les moulures, mais je veux dire, ça grince, ça fait du bruit. L'ascenseur, on l'entend. Quand quelqu'un l'appelle, on l'entend. Bon, puisque c'était un immeuble en plus, il y avait un escalier au départ, il n'y avait pas d'ascenseur. L'ascenseur a dû être installé dans les années 80. Et puis surtout, le coût, en fait, ça coûte excessivement cher. Après, c'est beau. Voilà, à l'intérieur, c'est vrai que c'est beau. Ouais, bon, elle m'empêcherait dans mon logement neuf, si j'ai envie de mettre des fausses moulures et une fausse cheminée, je peux la mettre parce que dans mon immeuble ancien, la fausse cheminée, je la mets pas. Et si j'ai envie de casser le carrelage et mettre un beau parquet de chêne, pourquoi pas? Pourquoi je le ferais pas? Tu vois, bon, ça va me coûter un peu plus cher. Mais ne serait-ce que les factures d'énergie ou l'absence de travaux et l'isolation phonique, ouais, c'est un vrai truc. Et puis de prendre l'ascenseur, tu sais, d'avoir un parking. Mais bon, le neuf à Paris, dans Paris, un Tra, bon, bah, ça coûte cher. Très cher. Voilà. Donc, mais pourquoi pas? Parlons aux investisseurs qui nous écoutent. Nous écoutent, oui. Ou aux potentiels futurs investisseurs qui nous écoutent. Ah là là, je ne sais pas par où commencer parce que là, je sens que ça va me tendre cette discussion. Ah bon? Tu vas voir, on va... Non, en fait, il en faut pour tout le monde. Quel est l'intérêt de... L'acheter dans du neuf Non, en fait, c'est juste que... Encore une fois, finalement, les intérêts, on va retomber sur les mêmes. Parce que alors, de base, oui, tu vas retomber sur les mêmes intérêts. Opération déstockage. Frais de notaire réduits, pas de travaux pendant 15 ans. Si tu penses ton investissement long terme, voilà. Oui, effectivement, tu vas payer le même prix, mais pas on va dire, pas d'embêtement, pour être un peu moins... En fait, pas d'embêtement. Ça, c'est important. Pas d'embêtement, c'est-à-dire que toi, tu as envie de revendre dans 15 ans. Sauf l'embêtement classique de ton locataire. Ouais, que tu vas trouver partout. Je te parle vraiment sur le logement, tu as raison, mais sur le logement lui-même, pas de surprise. Pas de travaux de copropriété votés, je sais pas où. Pas un artisan qui te fait un budget qui va être dépassé. Quelque chose où tu as... En fait, le neuf, c'est un peu une autoroute. Donc, tu vas aller chercher, tu auras peut-être moins de rendement. En tout cas, facialement, parce qu'après, ça se discute sur la longue durée en termes de rendement sur ton investissement, mais tu auras une tranquillité, quoi. En tout cas, tu auras une tranquillité pendant des années, en fait, tu vois. Et ça, pour beaucoup, c'est une discussion, tu vois. Tu as des gens qui n'ont pas le temps, en fait. Il y a des gens qui n'ont pas envie de s'occuper de travaux. Il y a des gens qui n'ont pas envie de suivre tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller aux AG pour aller voter je ne sais pas quel truc et puis se dire, bon, moi, je suis juste investisseur. Moi, ça m'embête qu'ils veuillent refaire tout. Je n'ai pas envie, en fait. Moi, je suis là pour faire... Et ça va me coûter parce que demain, si la copro décide de ravaler et que tu en as pour 6 000 €, tu loues ton logement, je ne sais pas, à 700 € par mois, bon, bah, tu as presque un an qui est gommé parce que la copropriété a voté les travaux. Ton crédit court toujours dans le neuf. Cette question-là, tu ne te la poses pas. Donc, tu sais dès le départ où tu vas et tu sais à peu près dès le départ où tu vas arriver sur un horizon au moins moyen-long terme. Donc, il y a le confort. Et puis après, il y a le confort de ceux qui ont envie d'utiliser un peu de levier fiscal et qui en payent. Ouais. Parce que malgré tout, quand tu payes 5-6 000 € d'impôts ou 7 000 € d'impôts et que tu en économises 5 ou 6 000 par an, eh ben, sur 9 ans, c'est pas neutre. Hein. Je reviens quand même c'est un vrai budget. Tu vois oui, avant qu'on reparle de la défiscalisation, mais le rendement, soyons concrets. Déjà, dans l'ancien, sur Paris, t'es quoi, entre 1... Pouf, sur Paris? Ah ouais, je sais pas, c'est en plus maintenant avec le Airbnb qui va... Tu sais, avec maintenant ce qui est en train de se faire, c'est pour ça. Ouais, dans le neuf, tu vas être sur des rendements buts à 3,5 avant des fiscs. Max. Avant des fiscs. Max. Ah ouais, avant des fiscs. Ok, donc on est d'accord. Si je rajoute derrière que tu récupères 6 000 € d'impôts par an. Bon. Attends, on a dit avant des fiscs. Ouais, avant des fiscs, 3,5, 3, okay. Voire du 4 coup, pour certains secteurs d'ailleurs. Par exemple, ça n'a pas grand intérêt de faire un projet à 3,5 versus par exemple une SCPI avec effet de levier à 5, 6. Alors, la SCPI, tu veux dire en empruntant en plus en SCPI? Alors, voilà. Parce que la SCPI, si tu empruntes dans les deux cas, ouais. Et que avec ton logement neuf, tu es à 3,5 et qu'avec tes SCPI, tu es à 5, 6, d'un côté, en plus, tu n'as aucune gestion et d'un côté, tu en as.
On est d'accord que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bah, ta SCPI, déjà, tes rendements, ils baissent. Dans le neuf, moi, dans l'immobilier classique, j'ai jamais vu les loyers baisser, moi. Tu vois? Non, mais sauf si tu faisais du Airbnb et que... Pourquoi tes rendements, ils baissent en SCPI? Bah, parce que d'une année à une autre, la SCPI décidait d'aller voter, tu vois, manquer de cash, par exemple, ou ce genre de choses, ou qu'effectivement, là, aujourd'hui, bah, les CPI qui servaient du 5,5, elles peuvent servir de 4,60. Bah, en réalité, elles sont plutôt en train de décoter pour booster le rendement. Ouais, décoter. Bah oui, mais du coup, tu as perdu en valeur de part. On a perdu en valeur de part. Voilà. Mais on a le même, c'est pas les mêmes risque équivalent sur du neuf. Oui, bien sûr. On a le même risque de perte de valeur de son bien. Il peut s'apprécier, il peut se dévaloriser. Ça, bien sûr, mais sur 15 ans, je doute, selon ce que tu as acheté, etc. Si tu vois, tu achètes du neuf à 4 000 € à Lille, je doute, placé, même sans avoir un super emplacement exceptionnel, je doute que dans 15 ans ou 17-18 ans, tu sois toujours à 3 500 € du mètre carré ou 4 000 € du mètre carré à Lille, très honnêtement. C'est difficile de savoir si tu n'as pas acheté haut à un moment donné. Parce que... en fait, regarde le prix de l'ancien. Check le prix de l'ancien. Si tu vois 20% d'écart entre les deux, tu fais une bonne OP. Parce que, encore une fois, les prix de l'ancien, ça c'est toujours pareil. Tu regardes les prix de meilleur agent. Le mètre carré, c'est le prix au mètre carré net vendeur. Tu sais ça. C'est pas le prix au mètre carré payé avec les frais d'agence. Dans le neuf, tu n'as pas de frais d'agence. Tu as 0 frais d'agence. C'est net vendeur et ce que tu ne sais jamais, c'est pour ça que c'est une fourchette, c'est dans quel état était le bien que tu as acheté. C'est comme évidemment. sur Etalab. Bah oui. Mon voisin, il a acheté ça, mais je ne sais pas à quoi ressemblait la maison de mon voisin. Exactement, donc, voilà. Donc, effectivement. C'est difficile de comparer avec... J'ai acheté 200 000 et l'autre, il valait 250 dans le neuf. Oui, mais j'ai acheté 200 000. Bon, il y avait 10 000 € de frais d'agence. Ah oui, donc 210. Et puis, j'ai fait 30 000 €. Donc, tu l'as acheté 240. Ouais, en gros, c'est ça. Plus tes frais de notaire. Ouais, donc en fait, tu l'as acheté le même prix que le neuf. Oui. Donc, tu l'as pas acheté 200 000, ton bien. Voilà. Tu l'as pas acheté 200 000, tu l'as acheté 230, 240, 250. Voilà. Et ça, c'est ce que je dis aux gens. Donc, tu n'as pas de surprise dans du neuf, tu es sur ce prix direct. Et en plus, on peut venir négocier. Nous, on a cette force-là. On va pas s'arrêter aux campagnes nationales qui sont faites dans tous les sens. Les promoteurs qui nous écoutent, et je vous aime beaucoup, parce que je travaille avec vous, vous êtes mes partenaires principaux. On en a tellement. Mais ils savent que, écoute, toi là, je vais voir quelqu'un, je lui dis, écoute, moi j'ai un acheteur pour ça. Par contre, il faut que tu fasses encore un effort peut-être d'1%. 1% sur un bien à 250, voilà, c'est 2 500 € de plus que ce qui est déjà proposé. Eh ben, je peux le faire. Et je le fais et je discute. Moi, j'ai des marges de manœuvre, puis moi aussi, je suis rémunéré par le promoteur. Tu vois, c'est compris dans le prix de vente. Le prix de vente, il est compris, frais de commercialisation inclus. Que ce soit lui qui te le vende en direct ou moi qui te le vende en direct. C'est combien ta com? Ça dépend des opérations. C'est par opération? Oui, il y a des opérations qui payent plus que d'autres. La fourchette moyenne, c'est 5 à 6% du prix du bien. Et tu vois, moi, je suis pas... si je sens que si le montant est important, moi, j'ai pas de mal à dire, on va vous offrir des bons d'achat pour votre cuisine. Ce que va pas faire nécessairement le promoteur. Moi, je peux le faire, tu vois. Parce que déjà, sur l'opération, j'ai des volumes de vente qui vont être importants. Moi, ça m'est arrivé sur les opérations... de vendre sur un OP de 50 logements, d'en vendre 10. Juste nous, tu vois. On connaissait tellement bien le programme qu'on a vendu des lots dans tous les sens parce qu'on maîtrisait le programme, on connaissait son rendement, son emplacement, etc. Et on savait qu'il était bon et que les investisseurs ils pouvaient se lâcher dessus. Il n'y avait aucun problème, ils s'éclataient. Tu vois, des 2 pièces de quasiment 50 mètres carrés à Lille à 170 000 € avec un parking inclus. Oh, mais c'est dans un immeuble neuf, aux dernières normes, c'était rien du tout, tu vois. Donc, on en a fait plein. Donc, on peut aller aussi, nous, proposer des remises, tu vois, ou on va lui offrir les frais de courtage, ou tu vois, ce genre de choses-là. Ouais. On va lui trouver un meilleur financement. Au lieu qu'il ait un taux à 4,30 dans sa banque, on va peut-être lui servir à 3,90. Mais ça change tout, en fait, tu vois. Parce que 0,40, 0,50 sur un achat immobilier, même si tu renégocieras ton taux à un moment donné, c'est quand même du gain en plus. Donc, c'est aussi notre travail d'aller chercher ce type de valeur ajoutée. C'est-à-dire, on va négocier aussi pour vous quelque chose. Parce que toi, tu vas négocier demain au promoteur, il ne te connaît pas, il ne sait pas si c'est finançable. Et puis, si ce n'est pas toi qui veux le bien, il y en aura un autre derrière qui le voudra. Si c'est moi, Émeric, ou Nicolas, ou Jérémy, ou Benjamin, ou un tel de chez nous,
on est en direct avec eux. Écoute, que des hommes. Non, il y a des femmes. Sarah, Anna. Merci pour ça, Ryan. Jennifer aussi, c'est vrai, j'aurais pu les citer. Voilà, mais qui sont en télétravail pour certaines, etc. Mais il y a des femmes aussi qui vendent avec nous. Non, mais t'inquiète bien, on a des femmes. Voilà. Puis on a des développeurs, tu sais, on fait du marketing informatique, on a un ingénieur, data scientist, etc. Parce qu'on est très présent sur le digital, sur la valeur ajoutée derrière. Du suivi du bien, des simulateurs, enfin on fait plein de choses. Vous faites pas mal de simulateurs. Ouais, beaucoup de simulateurs pour les clients, pour qu'ils puissent se projeter, tu vois. Puis l'idée, c'est de leur amener la preuve par les chiffres. Donc, tu vois, toi tu viens demain, tu me dis, moi j'ai ça dans l'ancien 200. Mais tu me proposes ton bien à 240 dans le neuf et tu me dis de le faire en Pinel. Prouve-moi que c'est plus intéressant de me faire ça ou que de faire ça. Eh ben, je vais te le faire. Tu vois. Je vais te faire des simulations en étant réel. Sur les coups. Donc demain, tu vois, tu peux aller... alors, il y a un site qui s'appelle simulio.fr. On a mis en ligne un simulateur de LMNP à l'amortissement. Simulio. Simulio. S-I-M-U-L-I-O. Simulio.fr. Okay. On a mis en ligne le simulateur LMNP qui va être bientôt... Alors, qui ne sera pas caduc, mais qu'on mettra à jour. En tous les cas, il sera caduc si tu fais le calcul de revente, parce qu'il faudra calculer la plus-value. Oui. Bon, bah sur le site, on a aussi un simulateur de plus-value, mais il est bloqué. Mais ne serait-ce que ce simulateur-là te montrera, il fait neuf et ancien. Tu peux donc comparer un bien, tu peux dire, tiens, j'achète un bien à 200 000, allez, j'ai budgété 20 000 euros de travaux, je suis dans l'ancien, on va te calculer les frais de notaire, tout ce qui va bien, le mobilier, puis le même bien dans le neuf, tu vas peut mettre à 240, on va te faire les frais de notaire, etc. Et puis tu rajouteras, et puis tu as un PDF qui t'édite le résultat. Et tu regardes ta capitalisation sur long terme en imaginant des scénarios. Et tu verras que quand tu mets les travaux des frais de notaire mis bout à bout, etc., que tu arrives sur des choses équivalentes. Sauf que dans 15 ans, 10 ans, 12, 13, 14, 15 ans, tu revends un bien en DPE A ou B. L'autre, tu vas revendre une copropriété qui est plus ancienne. D'accord ? Donc, tu peux faire des comparaisons et t'amuser là-dessus. Sur la défisque, il y avait cet argument qui disait, mais quand X% de ton projet, de ton programme a été vendu en défisque, en Pinel, en fait, tout le monde va remettre les biens sur le marché au même moment. Là, pareillement, mais ça ne veut rien. Alors, je vais t'expliquer. Ça, je trouve que c'est déjà, tout le monde ne va pas vendre au même moment. Parce que si tu as un bail de... Je te donne un exemple, Delphine. Tu arrives en 8e année. Tu as fait un Pinel sur 9 ans. Bon, tu as renouvelé un bail de 3 ans. Bon, voilà, effectivement, il faut 12. Tu vas souvent le faire perdurer. Tout le monde ne va pas revendre en même temps. Je suis d'accord avec toi. On revend tous en même temps. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de revendre. Il préfère continuer de mettre en location. Il y en a un qui peut avoir à le revendre. Cette chose-là, elle est un peu finie parce que ça, tu parles vraiment des gens qui revendaient du rebien. Là, on parle de biens en 2006 qui étaient des produits purs d'investisseurs, purs défisques. C'est fini aujourd'hui. Le Pinel, ce n'est pas un produit de défisque. Le Pinel, c'est la cerise sur le gâteau. Tu achètes un logement neuf que tu peux mettre en location. Et si tu as envie de le mettre en location meublée dans la foulée après la période de défisque, tu peux continuer de le faire. Toi, c'est pas un produit financier, c'est un bien immobilier. Question pour toi, si tu as envie d'acheter du neuf parce que tu es tranquille, ouais. Est-ce que même quand il est Pinel, c'est toujours ce qui est le plus intéressant? Parce qu'on rappelle que Pinel, tu as un plafonnement des loyers qui est plus restrictif que même quand tu as du plafonnement des loyers sur la zone. Oui. Donc, est-ce que des fois, c'est pas juste plus intéressant en faisant la simulation, comme tu dis, faire une location LMNP, par exemple. Ou en nu. Alors, en nu, moi, je suis toujours hyper sceptique sur le nu, mais c'est génial si ils le mettent à la flat tax. Voilà, là, ça va devenir intéressant. Non, parce qu'on est d'accord, les investisseurs... C'est pas sûr. La majorité des investisseurs, qu'ils soient dans le neuf ou dans l'ancien, en réalité, vont être au moins à 30% en termes de TMI. Oui. La majorité, je dis pas tout le monde. Ouais, 30, oui, t'as raison. Mais déjà, la majorité des payeurs d'impôts sont à 30. Mais voilà, 30, effectivement. La majorité des investisseurs... Ça devient efficient à ce moment-là. Alors, le Pinel, tu sais, il va s'arrêter. Il y a le Pinel Plus fin 2024. Okay. Alors après, est-ce que les bâtiments RE 2020, qui est la nouvelle norme, c'est pas interdit qu'ils prolongent derrière parce qu'il y a besoin quand même de construire des logements RE 2020, etc. Donc pour l'instant, le scénario, c'est de dire on arrête et c'est les institutionnels qui vont proposer des biens dans des packages d'assurance vie avec du rendement locatif. C'est nul. C'est ce que envisage le ministre. Ça ne marchera jamais. En tout cas, j'ai déjà rien compris à ce que tu m'as dit. Donc je me dis, déjà je comprends pas ce que tu me dis, c'est que En fait, ce que veut le ministre, c'est que des institutionnels, c'est-à-dire des fonds, des assureurs, fassent l'acquisition de projets immobiliers et que ce soit eux qui s'occupent de louer derrière
à des particuliers qui veulent se loger. Et toi, institutionnel ou bailleur? Institutionnel. Donc institutionnel, ça sera un bailleur derrière. C'est-à-dire que c'est un assureur qui va acheter le propriétaire et qui va mettre un bailleur en gestion. Voilà, un bailleur qui va louer derrière. Pas du social particulièrement. Oui, voilà. tout à fait. C'est le principe de la SCPI Pinel, mais au lieu que ce soit toi qui aille en direct, c'est l'institutionnel qui achète le logement. Enfin bon, bref. Donc il achète le programme en entier. Voilà, et toi, tu vas acheter des parts, comme des parts de SCPI. Tu auras un peu de défisque là-dessus. Donc ça existe déjà. Et puis les bailleurs, enfin je veux dire les institutionnels, sur le résidentiel, ça ne marchera pas. Il y aura des rendements qui seront très faibles, etc. Donc bon, moi, j'y crois pas du tout à ce pari-là. Je pense que ça ne marchera pas et que ça ne compensera pas les 50-60 000 logements qui se vendaient chaque année en Pinel. Ça ne compensera jamais. 50-60 000 logements, c'est énorme en fait. Quand tu as un déficit de 50-60 000 logements chaque année, c'est des gens qui ne trouvent pas de logement, qui restent chez eux. C'est des prix. Là, les taux sont hauts, mais ça se retrouve avec des zones de tension. Évidemment, tu as peu d'offres, et bon, on sait très bien, moins il y a d'offres, plus il y a de demandes, plus les prix vont monter. Tu vois. Donc, pour moi, c'est un choix politique qui va à l'encontre des besoins, parce que je peux comprendre l'idée de se dire, bon, l'immobilier, c'est la rente, et finalement, faut que l'argent aille dans l'économie réelle, c'est mieux, etc., etc. Mais bon, construire des projets immobiliers, c'est faire marcher des boîtes de BTP, c'est aussi, ça participe aussi de l'économie réelle. Donc, c'est un choix, c'est pas interdit que pour le Pinel plus, en tous les cas, à l'horizon 2024, il soit prolongé peut-être d'un an si on voit qu'on ne construit pas assez. Pour moi, c'est une méconnaissance de la structure du rôle de chacun dans le fait d'être propriétaire, propriétaire investisseur. C'est-à-dire, les bailleurs, sociaux pas, ne se positionnent pas sur les mêmes biens que les investisseurs que toi. Classiques. Privé, particulier, voilà. Le bailleur, il est sur des grands ensembles. Oui. Et il y a une partie du parc, je ne sais pas si c'est 5, 10, 15, 20%, 30%, 50% du parc locatif, mais il y a une proportion, à mon sens, non négligeable du parc locatif qui, de toute façon, n'a absolument aucune vocation à être géré par des bailleurs. Ben oui, bien sûr. Et donc, un logement par-ci, par-là, ça ne les intéresse pas, en fait. Ils veulent un immeuble entier. Exactement. Ben, on est d'accord. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que tous les acteurs de la filière immobilier, tous, de l'artisan au promoteur, au revendeur, se disent, mais on ne comprend pas. On comprend qu'il y a un enjeu climatique, tout le monde est d'accord, mais on ne comprend pas les calendriers du gouvernement, comment on ne peut pas mettre plus de logements sur le marché avec toutes les contraintes qui sont mises. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Et il y a le contrainte sur le pouvoir d'achat. Mais ça change. Ça change parce que tu tu vois bien que là, il y a eu 500, ce que je disais tout à l'heure sur les zones, il y a eu 150 zones qui ont été reclassées en zone de tension locative pour pouvoir permettre de bénéficier d'offres. Là, le gouvernement va élargir l'éligibilité au prêt à zéro. La priorité du ministre, il te le dit, et il l'a dit, je l'ai vu dans une conférence il y a quelques semaines déjà, relancer la production de logements neufs. Relancer la production de logements neufs, c'est la priorité des priorités dans son plan de relance. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire et que c'est un peu plus haut, finalement, qu'on n'aime pas forcément l'immobilier. Voilà, donc... voilà, on a un président qui a énormément de qualité, mais c'est vrai que sur l'immobilier, il a toujours eu, je dirais, un blocage où il y a quelque chose qu'il n'aime pas à travers l'immobilier. Il pense que ça ne profite pas à l'économie réelle. C'est ça. Mais en même temps, il y a un besoin. Donc, il faut faire confiance aux bailleurs privés. Ça marche comme ça. Je veux dire, les gens louent à Delphine, à Émeric, et puis à Martine, etc. Et ça marche. Moi, comment je l'interprète, c'est que il me semble qu'on était ou qu'on est encore les champions du monde de l'investissement dans l'immobilier. Et que la politique d'Emmanuel Macron vise à pousser les gens à diversifier leurs investissements et à investir dans d'autres véhicules d'investissement. C'était l'assurance vie et l'immobilier. Au détriment de l'immobilier. Le problème, c'est que les équilibres, là, sont très précaires. Il y a besoin de plus de logements, mais il y a de fortes désincitations à investir. Et la conjoncture économique et les taux
ont provoqué aussi une crise du marché qui ne profite pas aux professionnels sur le neuf et qui désincite les professionnels à faire de nouveaux programmes de logement. Oui, donc, tout ça mis bout à bout, les encadrements de loyer parce que l'inflation, etc., tout ça mis bout à bout. Tu vas gripper le marché. En réalité, tu grippes. T'es devant une bombe sociale du logement. Tu grippes et en fait, tu vas devoir. Il y a quelqu'un je me souviens, en 2008-2009, celui qui avait une réaction assez forte, c'était Sarkozy. Sarkozy, oui. Voilà. Pinel, pas Pinel à l'époque, c'était le cellier. Il a créé le cellier. La défiscalisation était dingue. Hein. Et puis les prix étaient moins élevés. Bon, les taux étaient plus hauts que ça. Mais ça a permis de relancer l'activité de la promotion immobilière, de construire de plus en plus de logements. Et heureusement que ça a été fait parce que ça a boosté la production de logements pendant quelques années. Et il y a quelque chose qui n'est pas vrai, je trouve, dans le calcul qui est fait, c'est de dire, ouais, ok, il y a 20% d'économie d'impôt. Dans les faits, c'est pas vrai. Parce que quand tu fais un Pinel, même si tu as 21% du montant, un Pinel plus, on va dire tu as 21% du montant du prix du bien sur 12 ans en économie d'impôt. Sauf que tu vas générer de la fiscalité foncière. Donc le gain réel, c'est pas 21%, c'est peut-être 16-17. Tu vois. Et puis l'État va prendre 20% de TVA au passage, ce qui est plutôt pas mal. Il va prendre des cotisations de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Il va prendre une nouvelle taxe foncière pendant X années de détention. Donc en fait, le choix, c'est je donne en fait 17% et j'en récupère 50 ou 50%, tu vois, de gains. Donc le calcul n'est pas bien fait. Du coup, pour revenir à ma question, quand il y a le choix entre Pinel et d'autres modes d'exploitation, oui. En fait, ça dépend de toi. En fait, ça va dépendre de toi, Delphine. Si tu viens me voir, nous, alors, puisqu'on va sur l'investisseur, là, on sort un peu du cadre du neuf et les avantages, même si c'est lié, tu as un investisseur qui vient te voir. Moi, j'ai toutes sortes de personnes qui viennent nous rencontrer. Souvent, on fait des échanges en visio. D'ailleurs, on reçoit assez peu, même si on reçoit quand même. Mais très souvent, ça va se faire en visio. On peut auditer des gens de Marseille, de Toulouse, de Bordeaux. Nous, on opère sur toute la France derrière, en termes de stock. Tu vas me dire, voilà, moi, ma situation, c'est ça. Je suis marié, j'ai 2 enfants. On paye 9 000 € d'impôts. Chaque année, on place de l'argent sur un PER, donc on n'en paye plus que 6 000. Ok, très bien. On n'a pas le temps de s'occuper de ça. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire ? Là, si je vois que je peux venir gommer 6 000 € d'impôts pendant 9 ans, et je ne vais pas m'en priver, je vais juste être hyper sélectif sur le choix du produit que je vais lui proposer. D'accord ? Mais je trouve ça idiot s'il ne le fait pas. Il peut réaliser un investissement locatif à côté, en meublé ou pas, il fera ce qu'il veut. Mais il ne faut pas qu'il oublie derrière que sur 9 ans, il va continuer. Tu ne vas jamais gommer 6 000 € par an pendant 9 ans. Si, tu peux gommer 6 000 € par an pendant 9 ans. Sur un Pinel à 300 000, bien sûr que tu gommes 6 000 € d'impôt par an pendant 9 ans. Bah oui, ça marche. En fait, et donc pendant 9 ans, tu aurais que l'État, le Trésor public te fait un chèque de 6 000 €. Parfois, sur un financement, ça va être 3-4 mois de loyer, tu vois. Donc, tu les récupères. Hein. C'est mal. Et puis, si tu veux, au bout de 9 ans, sortir du Pinel pour passer sur un autre régime, et si, par ailleurs, tu avais un loyer qui était moins important en Pinel par rapport au plafond, que tu rehausseras ton loyer. Et puis, peut-être que d'ici là, tu auras renégocié ton taux à 4 pour passer à un taux à 2. Donc, ça dépend de ton objectif, tu vois. Mais si tu peux faire de la défiscalisation, je ne vois pas au nom de quoi tu t'en priverais si tu payes de l'impôt. Ça serait complètement dommage parce que tu peux faire un investissement locatif derrière, même si tu l'achètes dans le neuf. Ouais, mais tous les ans, tu payes 6 000 € d'impôt. Voilà. Et tu donnes 6 000 € d'impôt que tu ne récupères pas. Là, si tu as la capacité de récupérer 6 000 € par an, c'est pas neutre. 6 000, 4 000, 5 000, ça dépend. Et puis, tu as des gens qui vont arriver et qui vont payer 50 000 € d'impôts parce qu'ils gagnent 250 000 € tous les deux. Eux, je ne vais pas leur faire un Pinel parce que déjà, ils sont sur des TMI à 41, 45. Donc, dès qu'il y aura de la fiscalité, ça va les gommer. Je vais plutôt aller chercher des opérations Malraux avec 95, 96% de travaux. Parce que 95, 96% de travaux vont être 30% d'économie d'impôt derrière là-dessus. Et puis, c'est d'économie d'impôt immédiate. Et puis, pour les gens qui ont vraiment des très grosses fiscalités, très importantes, là, on peut aller chercher des biens en monuments historiques. Et donc, c'est plus rare. Pinel, c'est plus nombreux. Malraux, un peu moins. Et monuments historiques, encore moins. Mais tu as, à travers ces 3 dispositifs, des leviers fiscaux qui sont non négligeables. Je rappelle que le Malraux va continuer, que le monument historique va continuer, que même si le Pinel s'arrête, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est ce qui est programmé, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise que ça continue. C'est
ta fiscalité, tes objectifs de vie qui vont déterminer le choix du dispositif fiscal. Et derrière, c'est notre qualité en termes de sélection des projets qui va faire la différence. Tu vois, on va te choisir des bons projets. On ne t'emmènera pas sur des daubes ou sur des projets sur lesquels on ne croit pas. Tu vois, je reprends mon exemple de Lens, même si Lens, tu ne peux plus faire de Pinel à Lens. Mais j'ai eu le cas une fois de quelqu'un qui voulait faire un Pinel. On se quitte. C'est ce jeudi-là, il annonçait que les écoles étaient fermées, c'est le Covid. Donc, tu dis bien que là, le monde s'est arrêté. Je le rappelle 3 mois plus tard. Bon, monsieur Venot, on a fait quelque chose à Lens. Je crois que je t'ai raconté cette histoire, mais bon. Non. À Lens, je l'ai déjà... Lens, je dis pourquoi Lens, en fait Ah, bah parce qu'on a tel qui nous a proposé. Mais c'est combien attendez, je les ai en stock, donc je sais, je vais regarder. Je regarde le prix au mètre carré, 3005. Lens, 3005. Je regarde le prix au mètre carré moyen, 1005. Je dis, bon, alors vous allez m'arrêter ça tout de suite. Et vous allez me revendre, vous allez dire dénoncer que vous... Dénoncer le contrat, oui. Ah, dénoncer le contrat, je leur ai aidé à faire la lettre. Je leur ai trouvé un truc à Romainville. Ils habitaient à Romainville. Allez, l'écart, 15% au prix au mètre carré entre l'ancien et le neuf. Bon, bah, on a vite fait Romainville. Et tu vois, nous, on ne va jamais emmener le client vers des choses auxquelles on ne croit pas. On va être ultra sélectif. Et ça, c'est pas un but d'esprit, ça fait partie de notre ADN d'être sélectif. Ouais. Pourquoi je te dis ça ? Parce que Delphine, déjà, si tu es ultra sélectif à la base, tu as 80% de chances que ton projet il aille au bout et que ton client ne se dise pas finalement non, qu'est-ce que j'ai fait, c'est nul. Parce qu'il y a des gens qui sont crédules. Il y a des gens qui vont acheter n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper et qui font confiance. Bon, bah, si toi, tu n'as pas un minimum d'éthique, ça ne marche pas en fait. Tu dois avoir de l'éthique. Et c'est l'éthique d'emmener les gens vers des bons projets. Moi, je dis toujours à mes auditeurs, vous ne pouvez pas juste faire confiance. Vous devez venir un minimum informé. Exactement. Parce que je suis désolée, Émeric, mais 100% des interlocuteurs que les gens vont rencontrer dans leur agence bancaire, peu importe, vont leur dire on va vous présenter les meilleurs projets, etc. En fait, je sais pas. Personne va leur dire oh, j'ai une petite daube là. Non, t'as raison. Mais non, j'ai une petite daube, mais honnêtement, elle me reste sur les bras et ça m'arrangerait bien de vous la fourguer. Oui, mais en même temps, il peut te vendre une daube en te disant que c'est bien. Nous, on te vendra jamais une daube. Je sais. On va te dire que. En fait, et si on trouve pas, eh ben, ça arrive qu'on trouve pas. Des fois, c'est embêtant. Eh ben, on va attendre, on va reporter le rendez-vous. Et on va attendre que la bonne opportunité arrive pour vous dire, bah voilà, là, je vous appelle, j'ai un super truc. Même moi, j'ai un red flag quand on me dit, nous, on fait ci, nous, on fait ça, parce que c'est juste que tout le monde va me dire ça. Donc, j'ai besoin de le voir. J'ai besoin... on va te donner les éléments pour le faire. Moi, je veux t'envoyer des gens qui sont capables vraiment... Donc, un minimum de background sur le... Oui, évidemment. C'est pour ça qu'on fait cet épisode. C'est parce que je veux qu'ils viennent te voir en ayant cet esprit critique et la capacité de te poser des questions pour valider ton expertise. Écoute, parce que s'ils le feront pas, et en vrai, ils viendront peut-être pas chez toi parce qu'ils se seront fait vendre n'importe quel projet par leur conseiller bancaire. Alors, je vais te dire, surtout les conseillers bancaires en plus. Bon, c'est triste, mais c'est des gros faiseurs parce qu'ils ont. Et donc, souvent, tu vois le conseiller bancaire, ta banque, c'est un peu comme quand tu vas chez le médecin, c'est Dieu le Père en fait, c'est ma banque. Donc, non, ta banque, elle te vend aussi des daubes. Donc, ce que je veux dire par là, oui. c'est parce qu'on considère que le. Si tu as un de tes auditeurs on lui accorde une certaine expertise, malheureusement. C'est un auditeur qui m'appelle et qui peut derrière te contacter et qui te dit Émeric m'a proposé un EHPAD à Maubeuge en investissement locatif, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est que j'ai raté mon job, tu vois. Donc, il y a peu de chances que je lui propose une daube comme ça. Ou un super T3 à Niort. Non, on le fait pas. Tu fais des projets de... Comment on appelle ça ? Résidence de service Non, quasiment pas. Je le fais. Truc étudiant ou senior ? Non, alors, senior, jamais. EHPAD, encore moins. Étudiant, ça peut le faire pour des petits budgets qui veulent investir 80 000, 90 000 euros. Et si tu veux, dans le parc locatif normal, tu n'auras rien. Donc, pourquoi pas, quand on a envie de déléguer complètement les choses. Mais je ne le fais que très, très rarement. Je fais plutôt, au minimum, c'est du Pinel. Et je ne ferai jamais d'EHPAD. En fait, j'y crois pas. Parce qu'un EHPAD, une fois que le bailleur a arrêté son contrat, tu as un contrat de durée de 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand il arrête, il te reste. Et qui décide de non, mais moi, l'EHPAD là m'intéresse plus, on va ouvrir un autre EHPAD là-bas. Donc, tu as des copropriétaires qui se retrouvent avec un bâtiment qui est un EHPAD. Donc, si tu veux, il y a tout à refaire à l'intérieur. Tout a été pensé comme un EHPAD. Pour moi, le problème, c'est que tu n'es pas, sur ce genre de chute, tu n'es absolument pas maître de la revente. Tu n'es pas une seconde, en fait. Et puis, il n'y a personne qui te rachète ton EHPAD. Il n'y a pas de marché secondaire. Il n'y a pas de marché secondaire. Alors qu'un 2 pièces
à Nantes. Et le marché étudiant, des fois, tu vois, quand la gestion est totalement déléguée... Ouais, mais le marché étudiant, ça peut être... Non, mais si tu es à côté de l'EDEC, tu as un campus à côté de l'EDEC à Lille ou à côté de l'ESSEC. Oui, ce qui m'embête, tu l'auras toujours ton truc, tu vois. Ouais. Toujours. Mais bon, moi, c'est pas mon truc. Encore une fois. Moi, je trouve qu'on manque de maîtrise. C'est pas mon truc. Voilà, exactement. On manque de maîtrise sur son bien, sur les timings de revente, sur ce que ça va valoir dans quelques années. Mais c'est pas fait pour être revendu. Oui, voilà. Il y a un moment donné, quand même. Non, il y a des gens qui peuvent garder en termes de rendement, etc. Tu vois, mais il y a quand même un marché du... Alors, sur le LMNP, ce qu'on appelle le LMNP de service, parce que la résidence gérée, on va dire, il y a quand même un marché secondaire du LMNP. Il y en a un, et il y a des gens qui rachètent, voilà. Mais c'est plus complexe parce que ça va dépendre de la durée du bail encore en cours avec le gestionnaire, etc. Il y a plus de contraintes. Je pense plus à l'opération bien sentie, bien placée. Moi, je trouve que c'est ce qui marche toujours et ça correspond à 95% de ce que les gens recherchent. En fait, les gens ne cherchent pas je parle en termes d'achat. Hein. Tu ne cherches pas, tiens, je vais investir dans une résidence étudiante qui a 25 ans. Non, je vais investir dans un studio. Voilà, ou un 2 pièces, ou un 3 pièces. Parce qu'effectivement, c'est ce que veut le marché et c'est ce qui sera le plus facilement revendable. Donc, autant investir dans quelque chose qui peut se revendre facilement. Voilà. Mais des fois, tu as des budgets de gens qui veulent investir dans la pierre et qui ont 100 000 euros. Bon, et pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas une résidence étudiante, une chambre d'étudiant dans du neuf à côté de l'EDEC à Lille. Ouais, tu es sûr de le louer. Tu es certain que ça sera loué. Et si le gestionnaire est bon derrière, et il y a des bons gestionnaires là-dessus, ça marchera. Mais il faut être 2 fois plus sélectif sur le choix. Mais on en fait très honnêtement très peu. On fait de la SCPI, évidemment. On fait un peu de Girardin, mais là, c'est plus pour l'activité placement financier, etc. Mais on ne fait pas que de l'immobilier. Mais on fait quand même souvent ce qui tient à de l'immobilier, tu vois. Ouais, restons sur l'immobilier. Restons là-dessus. Est-ce que j'aurais oublié de dire quelque chose ou de te poser une question qui te semble essentielle? Et alors, est-ce que tu as oublié de me poser une question qui serait essentielle? Non, voilà, on a parlé de Papillon Patrimoine, donc on a parlé de ce qu'on faisait. Moi, ce que j'invite, c'est d'aller sur le site et puis de regarder un petit peu ce que l'on fait et puis de prendre contact avec nous pour en savoir plus. Il n'y a pas de projet visible sur le site, on est d'accord. Il y a quelques réalisations faites, mais comme on a 100%, on a quasiment 100% du stock immobilier, ça ne sert à rien de montrer des projets. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vous venez, vous avez envie de faire quelque chose, vous posez des questions, vous voulez être accompagné de A à Z. D'abord, on va faire un premier rendez-vous, on va ne être que dans la discussion et dans l'échange. Et puis, en fait, on fait un deuxième rendez-vous. D'ailleurs, on n'est que dans la stratégie. Dire, voilà, par rapport à ce que vous m'avez donné comme élément, on peut faire ça, aller vers ça. Et voici ce qui est le meilleur en termes de chiffres d'aller faire. Et ensuite, on organise un troisième rendez-vous où là, on parle et on présente des projets. Et c'est là qu'on va en présenter 2, 3 avec des tableaux de comparaison avec des prix de l'ancien, des prix du neuf, du rendement, etc. pour que tu puisses opérer le meilleur choix derrière. Et avec tous les éléments derrière qui vont bien. Donc c'est comme ça qu'on travaille, vraiment en 3 temps, découverte, stratégie. Si ta stratégie te convient, présente des projets. Et puis après, on t'accompagne sur le financement et tout ce genre de choses. Donc non, sur le site, tu vas comprendre ce que l'on fait. Il y a des chances que je diffuse le podcast, si j'en suis content, derrière, je pense que ça le fera dessus. Mais voilà, c'est d'écouter un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Mais vraiment, je dirais l'ADN, c'est bienveillance. Ça, c'est vrai. Et c'est pas un 20 mots, en fait, quand on le fait. Moi, j'ai appris comme ça. Et puis je sais que c'est ça qui fait que tu as la recommandation derrière. Tu vois, là, j'ai fait une vente pour un de mes clients. C'est quelqu'un qui a fait un Pinel avec moi il y a 4 ans déjà, tu vois. Hyper content de son projet. C'est un 3 pièces. Tu as le bord, c'est une rivière qui est en bas. C'est en Ile-de-France. C'est hyper bien placé. Bon, voilà, on en fait un deuxième. Tu vois, moi, je pense à Jérémy, un de mes associés. Lui, il a fait toute la famille. Il a fait la tante, la cousine. Mais c'est ça, en vérité, quand tu fais bien les choses et que les gens sont contents, derrière, ils te recommandent. C'est valable pour tout. Et c'est valable pour tout, que ce soit pour les travaux, que ce soit pour un maximum de choses. Donc, si tu ne le fais pas, tu vas faire du one-shot. Et aujourd'hui, dans un marché qui est tendu, où il y a moins d'investisseurs, one-shot, il n'y en a pas. Donc, nous, on fait des recommandations. On a des gens qui viennent nous voir. Ah, vous avez conseillé un tel. Moi, j'ai accompagné des gens qui ont des postes qui sont, tu vois, cadres dirigeants dans des boîtes du CAC. Hein. J'ai à côté de ça le médecin et je peux avoir l'ingénieur, en fait, tu vois. Et je m'adapte à toute typologie ou l'entrepreneur, tu vois. L'entrepreneur dans le BTP, j'en ai, en fait, tu vois. Qui viennent donc nos clients, c'est un peu tout le monde, en fait, tu vois. Et donc, tu dois t'adapter en termes de produits, d'enveloppe,
au client que tu en fasses, et puis en face de ses envies, en fait. S'il a 55 ans, c'est pas la même chose que s'il en a 35, tu vois. Même parfois, réorienter quelqu'un en disant, la personne vient de voir et dit, j'ai 25 ans, je vais faire un investissement locatif. Ouais, mais enfin, vous êtes éligible à telle aide et telle aide en acquisition. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Vous comptez bouger? Non, pas encore. Ok, mais si vous déménagez, ah bah oui, mais si vous déménagez, vous avez le droit de mettre en location votre bien. Ah oui, d'accord, donc je l'achète 15% moins cher, et en plus j'ai des droits. Oui, et je peux le relouer derrière? Oui. Ah bah vous avez raison, on va plutôt faire de la résidence principale. Je sais pas. Je peux réorienter quelqu'un vers de l'accession, tu vois, ou lui dire, non, en fait, par rapport à ce que vous me dites, c'est pas cohérent, donc on va pas faire ça, vous allez faire un peu de SCPI, mais vous n'allez pas mettre vos 200 000 euros dans un bien cash, parce que vous allez vous faire matraquer fiscalement et que ça n'a aucun intérêt. Mais les gens ne le savent pas. Et tu disais, les gens qui doivent avoir un minimum d'éducation, ils disent, ouais, mais ça prend du temps de le faire, de tout savoir, de tout comprendre, et c'est quand même générateur de... C'est une charge mentale, l'immobilier. Tu vois, l'investissement, c'est une charge mentale. Et nous, on est là pour rassurer aussi les gens. Aymeric, personne ne sera à ton niveau d'expertise parce que c'est ton niveau. Parce que sinon, ce ne serait pas ton métier. Sinon, ce ne serait pas mon job. Voilà. Donc, l'idée vraiment, et je maintiens et je maintiendrai toujours, c'est sur les questions d'argent, de finances. Vous allez discuter tout au long de votre vie avec des interlocuteurs divers et variés. Bien sûr. Ça peut être votre agent immobilier. En fait, bien tout. Sûr. Et donc, c'est juste que avoir un minimum de bagages pour être capable de poser les bonnes questions et aussi de dire « Ah bah, t'as raison. Je me sens bien à l'aise, mais là, il me dit un truc, je vais clarifier. » Qui pose Parce que je suis suffisamment bien dans mes bottes aussi, je me mets pas dans la posture de « Oh là là, je me sens tellement bête ». Que non, je sais ça, mais ça, en fait, je sais pas, alors je suis à l'aise de poser une question. Delphine, de toute façon, tu poseras toujours la question avant de faire un chèque de 200 000 euros, avant de faire un emprunt de 205. De toute façon, personne se lance dans quelque chose. Alors, mais je te rejoins, les gens. Non. Les autres ont signé un T3 à Lille à 3005 du mètre. Bon, bah. Ah, bah alors. Non. Stop. Ça suffit, vous m'arrêtez ça tout de suite. Alors, peut-être pas. Je les ai même grondés, limite, les époux. Donc. Voilà. Elle m'appelle encore. Les projets d'investissement. Elle m'appelle encore 3 ans plus tard. Mais les gens qui dépensent des centaines de milliers d'euros dans des projets coup de cœur qui vont en réalité leur coûter beaucoup plus que ce qu'ils pensaient et les mettre en situation financière délicate. L'achat coup de cœur pour des montants de ce type-là, les gens font ça tous les jours. Il y en a. Neuf, anciens, peu importe. Anciens, peu importe, bien sûr. C'est pareil pour les voitures, c'est pareil. Il y a peu ou pas de calculs qui ont été posés sur un papier, sur un Excel ou quoi que ce soit. C'est un coup de cœur. Coup de cœur, folie. Et ça ne justifie pas, malheureusement, tout, parce que des fois, le coup de cœur nous met dans la... Alors, si c'est un coup de cœur à 5 000 euros, ça va. Mais si c'est un coup de cœur à 250 000, il faut effectivement être raisonnable. Ça dépend. Mais un brin de folie. Une moto coup de cœur à 5 000 euros, ça peut mettre quelqu'un dans la merde. Mais un brin de folie aussi, parfois. Il faut il faut se faire plaisir aussi parfois. Mais dans l'immobilier, on essaie d'être rationnel et de devoir tout contrôler un minimum avant de s'engager. Je suis d'accord avec toi. Merci Aymeric. Alors donc, c'est papillonpatrimoine.fr. Oui. Vous tapez bien sur Google Papillon Patrimoine. Si vous tapez papillon, vous allez avoir des beaux articles Wikipédia. Mais et des belles images. Si vous êtes papillon immobilier, je pense qu'on doit ressortir aussi également. Papillon immobilier, effectivement. Papillonpatrimoine.fr. Papillon Patrimoine tout court. Et puis sur le site, on retrouve tout, y compris les simulateurs dont je vous ai parlé. Et puis je redis pour ceux qui veulent s'amuser avec des simulateurs LMNP, puisqu'on l'a mis en ligne et que c'est le meilleur du marché, et je le dis sans parti pris aucun, on a fait ce qui se fait de mieux en simulateur LMNP. Même toi, Delphine, tu peux regarder. Le simulateur LMNP de Simulio, c'est vraiment une bombe. Et ça te sort un PDF. Simulio.fr. Et ça te sort un PDF. Et là, tu peux t'amuser, regarder la capitalisation, imaginer tout le scénario. Donc, faites-le. Ça fait partie de notre ADN aussi. On ne sort pas un projet sans sortir une simulation. Voilà. Donc, ça découle. Merci, Aymeric. Merci, Delphine.